Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette troisième session de notre cycle sur la mesure. Donc on est juste à mi-temps, il y en aura deux autres ensuite. Et nous avons donc choisi la thématique par rapport à la mesure de la ville avec la question: peut-on mesurer la ville? Bon, alors là, toujours un peu de mal avec mon nom à dire ça, mais c'est pas moi qu'il s'agit de mesurer, c'est la ville. Et donc, je crois que c'est vraiment un thème extrêmement important, n'est-ce pas, Monsieur Croquette? Vous allez sûrement nous illustrer ça par la ville de Paris en particulier. C'est un thème important parce que, on voit avec les sommets des villes, avec toutes les grands rassemblements, aujourd'hui des collectivités locales avec les très nombreux scientifiques qu'il y a, prospérer toutes sortes d'indicateurs sur les villes. On mesure évidemment la qualité de l'air, on mesure le bien-être, on mesure la circulation, on mesure évidemment l'augmentation de la chaleur en ville, etc. Et donc, c'est vraiment un lieu où se confrontent toutes sortes de mesures qu'il faut, en tout cas pour les élus locaux, pour les maires en particulier, agréger afin de rendre une ville vivable, agréable, etc. Et Dieu sait si c'est difficile, que ce soit d'ailleurs dans les très grandes villes, les mégapoles, que les villes moins importantes. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir invité un certain nombre de personnalités. Alors, on va commencer par Hélène Pesquine, qui, comme elle me l'a fait remarquer, se trouve, à part moi, mais qui suis juste animatrice, dans dans une table ronde très masculine. Alors, on essaye d'équilibrer, mais enfin, on ne peut pas à chaque fois, hein, je veux dire, voilà. Donc, tu voudras bien me considérer comme une femme aujourd'hui, voilà. Et donc, Hélène est architecte urbanisme en chef de l'État. C'est elle qui, depuis assez peu de temps, hein, 3 mois, je crois, assure donc le secrétariat permanent du plan urbanisme, construction, architecture. Donc on dit le PUCA, et la plateforme de recherche sur l'expérimentation de l'énergie dans le bâtiment. Donc c'est vraiment une experte. Elle est en plus secrétaire générale du comité 21, ce dont je suis très, très contente. Et elle va donc nous parler d'une toutes sortes de thématiques, à la fois comme architecte et comme spécialiste de la ville. Alors, à ma gauche, nous avons Sébastien Maire. Alors, on s'est vu dans un colloque il y a à peu près, je sais pas, 15 jours. Alors, je l'ai taquiné parce que la feuille que j'avais devant moi, j'animais aussi, c'est une sorte de destin chez moi. Et donc, la, la feuille que j'avais devant moi disait: spécialiste de la résilience, auteur d'un rapport sur la résilience, président de je sais quel comité de résilience. Voilà. Alors, en fait, il est délégué général de France Ville Durable, qui s'appelle maintenant France Ville Territoire Durable. Et d'ailleurs, je crois que ça sera un des sujets, de se demander si on mesure la ville ou si on mesure le territoire ville, ou l'ensemble de ce qui entoure la ville. Alors, François Croquette, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chez vous, puisque vous êtes, les directeurs de la transition écologique et du climat de la ville de Paris. Alors, en fait, vous êtes un homme de succès, puisque vous avez propulsé, ou elle s'est propulsée elle-même, je ne sais pas, votre mère à peu près toutes les présidences de ce qui compte dans les villes, dans les associations de villes mondiales au niveau du climat, etc. Et puis, vous n'échapperez pas à un moment donné à une question, évidemment: comment mesure-t-on la ville pendant les Jeux Olympiques? Mais celle-ci, je vous la réserve vraiment pour la fin. Et puis, je finis par lui parce qu'il va commencer, et je l'en remercie, notre panel, notre colloque. Patrick Le Gallès. Alors Patrick, c'est vraiment Monsieur Ville, si je puis me permettre. Il est directeur de recherche au CNRS, il est doyen de l'école urbaine de Sciences Po et professeur à Sciences Po.
Il a fait une bonne dizaine de livres sur des thématiques qui sont toutes autour de l'aménagement et de la ville, dont deux très récents d'ailleurs, dont il va nous parler, puisqu'il y en a un qui porte sur son année sabbatique, dite sabbatique, mais d'intense travail dans toutes les capitales qu'il a pu visiter. Il va nous en parler. Et puis, c'est aussi un spécialiste, et là aussi, c'est un livre qui vient de sortir, de la gouvernance dans les villes. Et là, je pense qu'entre vous deux, il y aura sûrement des échanges à faire. Ben voilà, on va commencer. Patrick, tu as la parole. Merci Madame la Présidente, merci pour l'invitation à cette table ronde. Je suis évidemment très, très honoré de pouvoir participer à ce débat. Alors, mesurer la ville, hein, voilà, c'est des sujets quand même très travaillés par les historiens. Et en fait, on a rajouté ensuite pour y vivre. Donc, en gros, c'est partager le travail. Mes trois collègues vont travailler sur la dimension pour y vivre et les dimensions durables. Et moi, je me contenterai de quelques remarques un peu générales sur ce que ça veut dire que mesurer la ville, hein, avec la petite remarque du Petit Prince, l'essentiel est-il invisible pour les yeux, pour les chiffres évidemment. C'est ça que je voulais dire. Je vais commencer par une question très simple. Combien de Français à Londres? Alors, c'est une question qui ne vous intéresse pas tellement, mais en fait, c'est une vraie question. Il y a un débat depuis une quinzaine d'années pour savoir combien de Français à Londres. Alors, l'ambassade, hein, essaie d'avoir des budgets importants, donc ils nous ont expliqué qu'il y avait, c'était avant le Brexit, hein, il y avait 200, 300, allez, 400 000 Français à Londres. Les rigoureux statisticiens anglais nous ont dit mais pas du tout. On en enregistre 80 000 et encore, on n'est pas entièrement sûr. Et puis on a eu toute une myriade de mesures sur plus ou moins en fonction des transports, des cartes de sécurité sociale, des négociations du budget avec l'État, qui permettaient d'évoquer tout un ensemble de choses. Donc il y a un grand mystère des Français à Londres. On sait qu'il y en a moins depuis le Brexit, ça on sait, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors pourquoi on n'arrive pas à savoir combien de Français à Londres? Parce qu'on ne sait pas bien mesurer. Il y a évidemment des Français qui vont à Londres, qui s'inscrivent à l'ambassade. Donc là, au consulat, c'est assez simple. En fait, ce qu'on a vu depuis une trentaine d'années, c'est plein de circulation. Il y a évidemment plein de gens qui vont passer un peu de temps à Londres et qui ne s'inscrivent pas du tout à l'ambassade, qui peuvent rester 3 mois, 6 mois. Beaucoup de jeunes allaient travailler pour quelque temps à Londres. D'autres travaillaient dans des activités peut-être un peu irrégulières. D'autres restaient un peu plus de temps, faisaient des allers-retours, 2 mois ici, 2 mois là. En fait, il fallait mesurer aussi les gens qui étaient dans l'Eurostar pour savoir combien une personne était à Londres. Il fallait aussi savoir que les mesures qu'utilisaient les Britanniques ne sont pas les mêmes mesures que nous utilisons en France et que bien sûr, tout ce qui est la mesure et du ressort de l'État, les catégories de base et les unités d'analyse n'étaient pas les mêmes. Donc en prenant cet exemple de combien de Français à Londres, on voit bien que quand on parle des villes, il y a ce qu'on voit, ce qu'on sait mesurer, mais des villes, c'est évidemment des gens qui sont là, des gens qui sont peu visibles. Par exemple, si vous cherchez à mesurer le nombre de sans-abri à Tokyo, c'est assez difficile parce qu'ils sont cachés complètement à l'extérieur, ou les pauvres à Hong Kong, ils sont sous les tours avec il n'y a pas de fenêtre dans des caves qui sont en dessous. Donc il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Donc on a un problème général de mesure des villes et c'est ce qui fait la ville et c'est ce qui fait l'intérêt de la question. Et puis il y a aussi toujours de savoir ce qu'on mesure et à qui profite le crime. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont mesurées et d'autres qui ne sont pas mesurées. Donc Londres est un bon exemple des choses qu'on peut essayer de mesurer ou pas mesurer pour savoir qu'est-ce qu'on mesure dans la ville. L'autre chose qui est intéressante, c'est quand on mesure ce qui se passe dans des villes, on s'aperçoit que beaucoup de mesures se font par rapport à une autre ville. Ce n'est pas juste un territoire. Je reviendrai sur l'idée que les villes, c'est, comme disait Pierre Vels, des lieux et des liens. Et quand on regarde, par exemple, Paris et Londres, on sait bien qu'une partie de ce qui se fait à Paris, et surtout depuis une trentaine d'années, c'est fait un moment en réaction à ce qui se faisait à Londres. On a développé des choses, y compris des mesures, des projets, par rapport au Grand Paris, ça s'explique si on pense au Grand Londres, autrement on ne pense pas le Grand Paris. Et à l'inverse, les Britanniques à Londres ont fait des choses par rapport à Paris. Donc on a toujours de la circulation entre ces métropoles, ce qui fait que on a des choses qui sont un peu mesurées, qui se mesurent dans le regard en miroir et dans la circulation, et pas simplement sur un territoire. Et puis ce qui est frappant sur les villes, c'est que quand on fait des enquêtes, on est toujours frappé par ce qui ressort dans les clichés. Nous, on a fait une enquête sur les Français à Londres et les Anglais à Paris. Et ce qui est très frappant, c'est que quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de la ville dans laquelle ils sont, et en comparant avec celle dont ils viennent, c'est que dans beaucoup de villes, on a des représentations extrêmement stables. Donc vous avez des gens qui nous disent écoutez, moi, ce que j'aime à Londres, c'est des choses très classiques, les bus impériales, un type d'urbanisation, des parcs. Et c'est extrêmement structuré. Et c'est des choses qu'on mesure assez mal, hein, mais ces dimensions d'imaginaire et de représentation, elles sont centrales dans ce qu'on peut dire sur Paris. Pour la petite histoire,
On avait écrit un rapport qui s'appelait Love in Paris, Work in London, parce que la majorité des gens, des Anglais qui étaient à Paris sont venus pour des raisons romantiques, et la majorité des Britanniques, des Français qui étaient à Londres, c'était pour des raisons de travail. Donc vous avez des clichés qui sont de longue durée. Alors quand on cherche à mesurer les villes, ce qu'on sait aussi, c'est que dans nos travaux à nous, il y a toujours quelques tensions qui sont assez fortes. La première tension, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure des villes, des territoires, ça a été évoqué, ou est-ce qu'on mesure de l'urbanisation? Donc dans nos débats sur la recherche urbaine, il y a deux camps. Il y a ceux qui nous disent, de toute façon, les villes, ça ne sert plus à rien, on mesure rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est les processus d'urbanisation. Donc c'est des néo-marxistes, et c'est une idée que ce qui compte, c'est les processus d'urbanisation. Et on regarde comment ça se met en place dans différents endroits, dans différents territoires du monde, et on a des formes de villes qui correspondent à un type de capitalisme. Donc aujourd'hui, on regarde la ville globale, la ville financière, et tout ça, ça va dans une espèce de convergence avec ce que mes collègues appellent, Neil Brenner appelle la planétarisation, la ville planétaire, ou le planetary urbanism, comme ils disent, qui est une manière de penser. Et puis les autres qui disent quand même, ce qui est important, c'est les trajectoires historiques. Et les villes, elles ont des caractéristiques, ce sont des contextes, ce sont des structures, il y a des groupes sociaux, il y a des institutions, des manières de penser les choses qui différencient d'une ville d'une autre et qu'il faut mesurer ça. Et donc, on fait beaucoup de comparaisons. Puis aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur, dans ce qu'on mesure, c'est bien sûr tout ce qui est autour de la ville durable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, mes collègues pourront prendre autour de ça. La deuxième tension importante, c'est évidemment entre l'ordre et le désordre. Je me permets de contribuer à ce séminaire général en vous indiquant un livre qui vient de sortir de Marion Fourcade, qui est une collègue française à Berkeley, qui vient de faire un très très beau livre sur la généralisation des méthodes de classement, notamment grâce aux métadonnées et aux algorithmes, et qui donne une interprétation un peu sociologique des sociétés actuelles, en montrant tout ce qui est enregistré, classé, authentifié, et comment nos sociétés sont gouvernées par la mesure des données. Elle a un très joli chapitre sur l'insoutenable droit d'être classé, qui nous donne une idée. Ça, c'est ma contribution pour le séminaire général. Et quand on travaille sur les villes, on pense plutôt à Jackson Pollock. On sait très bien que ce qui caractérise les villes, c'est que beaucoup de choses sont des interactions, beaucoup de choses sont des choses qualitatives, sont des choses qui sont étranges. Georg Simmel, le grand sociologue allemand qui a travaillé sur les métropoles au début du XXe siècle, écrivait des très belles choses là-dessus, qui stimulent l'esprit. Et donc, c'est plutôt ça, notre représentation des sociétés urbaines, qui rend les choses un peu compliquées à mesurer. Enfin, l'introduction, je dirais que si j'avais été élégant et brillant, je serais parti évidemment d'Italo Calvino, et j'aurais cherché à reprendre la métaphore des villes invisibles. J'aurais repris l'esprit de Shakespeare qui est cité dans la présentation de ce séminaire. Et comment ne pas citer Italo Calvino? Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses, et toute chose en cache une autre. Donc la mesure des villes, c'est évidemment la limite de ce que je vous présenterai aujourd'hui, c'est qu'évidemment beaucoup de choses sont invisibles dans les villes, et donc on en parlera peut-être en conclusion. J'aurai deux points dans mon intervention, un sur l'enchevêtrement des échelles, des mesures et des classements, et un autre sur deux, trois petites choses sur les métadonnées, les algorithmes qui produisent un nouveau type de représentation, de classement et de mesure des villes. Donc la première chose, ce qui me semble important aujourd'hui de comprendre, c'est que quand on réfléchit à la mesure des villes, c'est l'enchevêtrement des échelles qui vont provoquer une évolution très forte d'augmentation des mesures, mais à d'autres échelles. Historiquement, ça a déjà été dit un peu dans ce séminaire, je renvoie au premier séminaire qu'on peut voir en ligne, j'en profite pour parler des deux premières séances où on voit des choses très importantes qu'ont dit par nos prédécesseurs, philosophes ou mathématiciens notamment. C'est que, comme vous savez, l'histoire de la quantification, c'est très très travaillé par les historiens avec des choses absolument remarquables, c'est lié à l'État. Vous vous rappelez, statistique, c'est l'État. Il y a des gens comme Desrosières, comme Porter, comme Hackings, comme Emmanuel Didier en France, des gens qui nous ont montré cette histoire, des technologies de quantification pour rationaliser et pour gouverner, par exemple, l'invention du recensement. Et ces catégories ont souvent été créées par l'État. C'est ce que Bourdieu appelait le pouvoir symbolique de l'État. L'État a eu un monopole ou quasi-monopole pendant longtemps pour définir les catégories, les unités de base et les quantités qu'on pouvait y associer. Ça a été repris par Max Weber sur la rationalisation. On a bien montré dans les premières séances du séminaire que la question de la quantification, de la mesure, c'est des questions qui sont liées à l'émergence du capitalisme, à l'émergence de l'État, à l'émergence de la démocratie. Et donc, c'est des choses qui sont assez bien connues sur l'ensemble des choses. Alors, si on regarde les choses du point de vue de la ville, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que voir le monde à partir des villes, là je renvoie à un livre qui s'appelait Seeing like a State, qui est un des grands classiques en sciences sociales, et donc je reprends le titre que tout le monde reprend sur voir comme une ville, c'est réfléchir un peu différemment. Parce que historiquement, les mesures des villes ne viennent pas de l'État. Historiquement, quand vous pensez à Babylone, à Pékin, à Athènes, aux Mayas, etc., on a vu des réseaux, des formes de pouvoir, des sociétés qui plutôt vont contribuer à la formation de l'État, mais une partie des modes de calcul sont inventés dans les villes.
Donc les questions de mesure qui seront plus tard reprises au sein de l'État ont souvent été inventées dans ces villes à différentes périodes de temps. Il y a tout un grand débat chez les historiens, les anthropologues, les archéologues qui retrouvent des modes de calcul, des premières logiques de calcul à des périodes extrêmement reculées et qui travaillent sur cette dissémination et sur ces questions de mesure de c'est quoi une ville, c'est quoi le territoire. Par exemple, si vous pensez à la civilisation maya, 6e, 9e siècle après Jésus-Christ, vous avez un réseau de petites villes qui forment un territoire urbain assez important et savoir l'ensemble de la population. Il y a tout un débat sur comment on mesure et on voit ces circulations entre ces petites villes avec des spécialisations extrêmement importantes. La deuxième chose qui a provoqué vraiment un débat de quantification, c'est l'arrivée des villes-mondes. Les villes-mondes, qui est une vieille histoire, qui a été déjà évoquée par Hérodote, par Ibn Khaldun, puis ensuite par un certain nombre d'urbanistes au XXe siècle. Et l'idée des villes-mondes, c'est qu'on a des tailles, hein, il y a quelque chose qui change complètement de taille, on change de monde, et on a du mal à les faire rentrer dans les boîtes des États. Donc la mesure des villes, ça a souvent été essayer de mesurer l'influence de ces villes-mondes qui sont devenues extrêmement importantes, évidemment, que les grandes métropoles du 19e siècle, où ces villes-mondes faisaient partie des États, elles étaient capitales d'empire et capitales nationales, elles étaient des centres de commerce et d'échange, des centres où on avait des accumulations de pouvoir politique, des centres de commandement, des centres financiers qui finançaient l'ensemble du monde et qui utilisaient les profits massifs dans les relations commerciales coloniales pour investir dans l'immobilier, dans le développement urbain, toutes ces grandes villes. On connaît les histoires d'Amsterdam, de Paris, de Madrid, de Londres, de Lisbonne, de Berlin. Et ces villes étaient caractérisées par la diversité des populations ethniques et sociales. Mais est-ce qu'il fallait compter les minorités ethniques dans la population des villes ou pas? Est-ce qu'il fallait compter certaines relations, certaines connexions ou pas? Et donc, on a eu tout un débat qui a commencé à se structurer en termes statistiques par cette idée de ces villes-mondes qui sortaient des catégories des villes nationales, puisqu'on on était dans un cadre national. Donc, c'est autour des villes-mondes qu'on a vu vraiment cette question de la mesure et de la mesure de l'influence qui s'est développée particulièrement. Et puis, on est revenu un peu en arrière, on s'est aperçu que ces villes-mondes et ces grandes villes et ces grandes métropoles, elles n'étaient pas juste liées évidemment à l'Occident. Et on a tout eu un travail des historiens pour nous montrer que, en fait, il y a tout un débat chez les historiens pour analyser ces grandes métropoles qui étaient des formes de villes-mondes très anciennes. Là, vous avez des chiffres sur les plus grandes villes mondiales en 1500, 1800 et 1900. Vous voyez qu'en 1500, où on parle du triomphe, l'âge d'or des villes européennes, les plus grandes villes mondiales, c'est évidemment Pékin, Vijayanagar en Inde, le Caire, Guangzhou, Tabriz en Iran, Constantinople, Lahore en Inde, Paris, Guangzhou et Nanjing. Donc, on a de cette histoire, on a revisité un peu l'histoire de l'urbanisation des villes mondiales à partir des travaux des historiens, en regardant ce qui s'est passé dans différentes parties du monde. Il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle pour voir que les grandes métropoles deviennent les métropoles occidentales, avec juste Tokyo qui va être un peu l'exception. L'autre chose que je voulais dire sur l'histoire du calcul et de la mesure des villes, c'est que les villes européennes ont joué un rôle particulièrement important. Si vous vous rappelez l'histoire des villes médiévales, on a un historien brillant en France là-dessus, notamment un historien hollandais qui s'appelle Wim Blokmans, qui a vraiment montré comment une grande partie de la statistique et une grande partie de la comptabilité s'est inventée dans les villes européennes. Et vous vous rappelez que ces villes européennes au Moyen Âge, surtout celles du Nord et celles du Sud, autour des espaces d'échange de la mer du Nord et de la Méditerranée, ont inventé des modes de calcul, ont développé l'esprit calculateur et qui ont commencé à élaborer tout un ensemble de modes de mesure et de statistiques pour mesurer ces villes et mesurer leur influence. Et on parle à ce moment-là beaucoup de réseaux de villes, et vous les connaissez, les villes du nord et du sud de l'Europe, notamment les marchands. Pensez au rôle de la Ligue hanséatique au nord de l'Europe, ont joué un rôle essentiel pour créer des institutions, et pour créer des relations et pour créer des mesures qui ont structuré en fait l'Europe et qui ont été le laboratoire de l'Europe d'aujourd'hui. Les historiens ont beaucoup mis ça en évidence. Mais l'autre chose qu'on a mis en évidence dans ces villes européennes, c'est le fameux dicton de l'ère de la ville rend libre. Donc l'idée qui était un slogan politique en fait au Moyen Âge, l'idée que les relations sociales étaient structurées par le féodalisme, donc entre les paysans plus ou moins esclaves, les serfs et leurs seigneurs, et que aller dans une ville, c'était une manière de sortir de ces réseaux, de ces structures sociales et de ces rapports sociaux, et de trouver une certaine liberté, qui pouvait être indépendante économiquement, mais de trouver un autre type de rapports sociaux. Et donc, on a la ville, c'est ce qui caractérise les villes, notamment dans notre conception européenne, c'est autre chose que ces calculs et ces mesures de population. C'est d'autres mondes sociaux, d'autres rapports sociaux. Et donc, ça, c'est des choses qu'on appréhende beaucoup moins bien avec nos statistiques. Et c'est ça qui fait le cœur, évidemment, de nos travaux de sciences sociales sur les villes. Et encore aujourd'hui,
cette question des espoirs qu'on est dans les villes, des peurs, pour reprendre le terme de Calvino, c'est la dimension centrale. On a tout aujourd'hui une sociologie qui cherche à mettre en évidence les émotions, qui cherche à mettre en évidence les réactions, les peurs, et toute une partie de la manière dont on essaie de penser les villes, c'est autour de ces choses-là, qui sont des vieilles idées qui ont été particulièrement développées dans le cas de l'Europe. Ensuite, on a eu évidemment la nationalisation des sociétés européennes, hein. Ça veut dire que les statistiques, comme j'évoquais tout à l'heure, elles ont été essentiellement structurées par les sciences sociales modernes et par ce qui se passe au XIXe siècle. Goldman dit que les sociétés européennes ont été mises en cage par les guerres et par l'État-providence, hein. Donc on parle de Weber de encaging, on met la société en cage, on la structure par l'État-nation. Et donc tout le développement des statistiques et des mesures se passe dans un cadre national. Et le développement des instituts aura nationaux de statistiques aura notamment pour effet de mesurer, de travailler des unités d'analyse pour calculer des territoires, essayer de mettre en œuvre et d'aménager ces territoires et d'organiser l'État-nation, par exemple les municipalités. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ce modèle-là ne fonctionne plus bien. Ce qui rend le sujet passionnant aujourd'hui, c'est qu'avec les processus de mondialisation, quand même un des processus les plus importants depuis 40 ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est que les circulations de capital, les circulations des migrations, les circulations d'idées ont explosé, comme vous savez, avec la mondialisation. Et du coup, on ne sait plus trop comment calculer, comment comparer. Et les normes qui étaient les normes nationales de calcul, de mesure de ce que c'était qu'une ville, de classement, perdent de leur légitimité. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire de standardisation pour essayer de créer quelque chose qui ressemble un peu à une société mondiale, avec la création de catégories, de standards, de production de données. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui rend la question de la mesure de la ville intéressante, c'est la dénationalisation de l'autorité politique. Ça veut dire qu'une partie de ces données, de ces classements, de ces mesures est produite par des organisations, publiques ou privées, des universités, parfois des cabinets de consultants, parfois tout un ensemble d'organisations qui produisent tout un ensemble de données, si bien que l'État est mesuré par ces organisations et il n'a plus le monopole de la mesure, de comment on mesure les villes. Et c'est particulièrement puissant. Les États sont mesurés par les autres, et les villes se mesurent de plus en plus elles-mêmes et développent tout un appareillage pour se mesurer et se comparer les unes par rapport aux autres, évidemment à l'échelle mondiale. Donc, dans ce cycle de mondialisation, qui n'est évidemment ni uniforme ni universel, on essaie de mesurer, de trouver des manières de comparer et de mesurer. Donc, toute une partie de l'effort de mesurer la ville aujourd'hui, ça se passe dans ce cadre-là. Et ce qui a changé la règle du jeu récemment, c'est l'arrivée des métadonnées. Donc l'arrivée des métadonnées pour mesurer l'urbanisation, c'est qu'évidemment, on avait une anarchie des standards, des unités de mesure. Donc quand vous compariez les types d'urbanisation ou les types de villes dans plein d'endroits dans le monde, il y a des gens qui ont passé leur vie à faire ça. C'était extrêmement compliqué puisque les données étaient différentes. Tout d'un coup, on a mis en œuvre des satellites. Et donc tout d'un coup, on mesure l'urbanisation non pas à partir des données produites par les États, mais on produit à partir de ce qu'on voit par satellite, ce qui change complètement la donne. Et ce qui fait qu'à partir de ça, on peut créer des catégories, on peut créer des données, on peut mesurer des circulations, des densités à partir de données par satellite. Donc autour des nouvelles données par satellite, on a eu tout un ensemble d'organisations internationales qui sont listées ici et qui ont créé des nouveaux standards d'urbanisation, de densité, ce qui fait qu'il y a toute une machinerie de la mesure de la ville qui s'est mise en place à l'échelle mondiale et qui ont permis de comparer. Et donc les scientifiques travaillent sur des approches basées sur les lumières nocturnes, sur des cartographies, des méthodes extrêmement compliquées qui permettent de produire soit des représentations de ce type-là, donc la visualisation des taux d'urbanisation, soit là on mesure les villes de plus de 200 000 habitants, qui donne notre vision, soit on essaie d'avoir la densité, on voit les villes la nuit, on voit l'ensemble des échanges aussi, des circulations, qui donnent des autres représentations de mesures d'aires urbaines, de territoires qui vont bien au-delà des villes, évidemment. Et puis maintenant, on associe à la fois des différents types de données pour rendre compte de différents types d'urbanisation, différents types de villes et différents territoires. Donc, c'est cette industrie-là qui est en train de devenir et qui revoit, qui va de remettre en cause et qui permet de comparer. Puisque c'est ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la mesure permet la comparaison et ensuite permet le gouvernement. Évidemment, quand on a des images par satellite, ça nous permet de voir de très haut tout un ensemble de choses qui ont un sens. Et quand on, évidemment, tout ça prend dans des contextes extrêmement différents. Et ce qui caractérise aussi ces grandes villes mondiales, c'est des types d'urbanisation extrêmement différentes. C'est pas pareil, on ne voit pas les mêmes choses en termes de densité, de type d'urbanité, donc ce qu'on mesure beaucoup moins bien, des relations les uns avec les autres. On n'a pas évidemment les mêmes types de relations à Tokyo, au Caire, à Dakar, à Lagos. Là, je vous ai mis deux visions de Lagos, la vision classique et la vision projetée sur le nouveau quartier pour les riches à Lagos. Lagos sera sans doute la plus grande ville mondiale d'ici la fin du siècle. Il en attend 70 millions d'habitants. À Dubaï, à Bangalore ou à New York. Donc vu de loin ou à Hong Kong. Donc vu de loin, ça ressemble beaucoup avec la lumière.
de près, on est évidemment dans des types de mondes différents. Alors, une des choses qui a beaucoup poussé cette littérature, c'est aussi de penser en termes de ville globale. Et on a eu tout un ensemble de travaux, que c'est peut-être Saskia Sassen, qui a essayé de mettre en évidence, de comparer un type de ville qui serait différente des autres. Donc la mesure, ça a servi aussi à caractériser certaines villes qui seraient caractérisées à la fois par leur densité, à la fois par leur spécialisation économique, tech, finance, la concentration des sièges des entreprises pour gouverner le reste des autres villes mondiales, et par les réseaux. En fait, la mesure des villes aujourd'hui, c'est un peu moins mesurer la concentration sur des territoires et c'est beaucoup plus mesurer les connexions et les influences à travers des réseaux dans l'échelle du monde. Et là, il y a toute une industrie du classement qui s'est mise en œuvre, qui a commencé avec des collègues en Angleterre, dans un groupe qui s'appelle Globalization and World City, et qui ont développé tout un ensemble d'indicateurs. Alors, les indicateurs, on ne peut pas faire autrement. Il faut mesurer pour aller. Après, l'agrégation d'indicateurs, c'est quand même la perversion absolue dans les sciences sociales ou dans le monde. On peut faire tout ce qu'on veut, on met des choux, des patates et on mesure des choses. Donc là, on est vraiment dans le cas exact où on n'est pas du tout dans une démarche conceptuelle ou théorique, mais dans une démarche pragmatique. On mesure tout ce qu'on peut mesurer sur des villes, tout ce qu'on peut sur leurs relations, y compris culture, religion, tout ce que vous voulez. Et puis, vous faites des indicateurs. Et là, vous avez des villes qui vont être les plus grandes villes du monde, celles qui sont derrière. Et en fait, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que cette mesure des villes n'est pas simplement devenue une industrie, c'est devenu un but en soi. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les influences, ce côté performatif des instruments, on a vu que ces grandes métropoles, petites, moyennes, grandes, elles essaient de figurer dans ces classements. Et donc, elles vont développer des politiques et des stratégies marketing pour pouvoir faire des investissements qui vont permettre de monter dans les classements, qui vont leur permettre de les classer de mieux en mieux. Et là, vous avez une industrie des classements. Là, je vous ai mis les Alpha Plus, qui est assez connu. Donc, comment on fait pour que Pékin passe de Alpha à Alpha Plus et peut-être Alpha plus plus la prochaine fois. Donc, vous avez une mobilisation majeure, énormément d'activités. Vous savez, Foucault nous disait que pour comprendre les phénomènes sociaux, il faut regarder les activités. Là, vous avez une activité massive de mesure et de classement qui s'est mise en œuvre à l'échelle mondiale. Alors, évidemment, on mesure, et c'est beaucoup en termes de développement économique, selon Lacker, ça nous permet aussi de mesurer ce qui et de représenter ce qui ne fonctionne pas. Donc la grande transformation qui est liée à globalisation et urbanisation, comme vous savez, ça a été le triomphe des villes en termes de développement économique. Là, vous avez une carte assez simple de production de la richesse par territoire aux États-Unis. En gros, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a 12 métropoles urbaines qui produisent l'essentiel de la richesse, qui sont de plus en plus riches, où les salaires sont de plus en plus élevés, et le reste du territoire qui se casse la figure. Si vous voulez comprendre Trump, ça aide un peu, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et donc, on a eu à partir de là, à partir de ces métadonnées et d'un ensemble d'indicateurs produits avec ces nouveaux instruments de mesure, toute une industrie. Vous avez par exemple sur les Global Cities, vous avez les consultants comme Tate Kearney, Mori, le promoteur japonais, l'OCDE, tout le monde fait des mesures de tout ça et on peut mesurer tout ce qu'on veut sur plein de sujets. Et du coup, certains se disent qui sera la plus belle, qui sera la plus grande. Nous avons maintenant une industrie de paraître comme la plus grande ville mondiale. Le gouvernement chinois a 3 grandes zones urbaines de 100 millions d'habitants en prévision pour montrer qu'ils vont être la capitale du monde et que donc les plus grandes villes mondiales sont les 3 méga régions chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire de mesurer 100 millions d'habitants? Comment on mesure la densité aux interactions? C'est un sujet qui peut rester un peu entre nous. D'abord, on est très loin des questions d'urbanité, des questions qui nous intéressent d'habitude, c'est-à-dire d'interaction, de qualité d'interaction dans les villes. C'est un autre sujet et on a évidemment plein de choses qui ne sont pas gouvernées et qui ne sont pas mesurées. On mesure très mal les mobilités encore aujourd'hui. On mesure très mal tout ce qui se passe en situation irrégulière. Vous savez que les bidonvilles sont la première source d'urbanisation partout dans le monde. Et par définition, on mesure très mal le logement informel ou les bidonvilles dans énormément d'endroits. Et on mesure encore aujourd'hui très mal beaucoup d'activités illégales ou beaucoup de lieux et de liens ou de circulation. Je me moque toujours de mes amis économistes qui travaillent sur les économies urbaines. Nous, on travaille pas mal sur les gangs et sur l'économie de la drogue dans mon centre de recherche à Sciences Po. Quand on voit l'ensemble des investissements urbains qui sont faits à partir du recyclage de l'économie de la drogue dans des villes comme Miami, par exemple, ou d'autres, voilà, il y a des problèmes de financement et de mesures qui sont assez problématiques. Enfin, pour terminer, je voulais évoquer ce qui est en train de jouer aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance de la digitalisation qui démultiplie les métadonnées, qui démultiplie tout ce qu'on mesure dans les villes. Alors, si j'avais voulu, et les représentations urbaines, hein, ce qui est en train de se jouer évidemment, c'est la représentation de villes qui peuvent se faire. Ça, c'est une représentation de Hong Kong et de la densité à Hong Kong. Et vous connaissez toutes ces images qui sont assez fortes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement la mesure qu'on en fait, mais ce que ça veut dire en termes de représentation.
Messica, l'ancien adjoint au maire, avait une jolie formule en disant l'idée d'un capteur dans une ville, c'est que ça puisse représenter la majorité silencieuse d'une ville, hein. Et ces représentations et ces capteurs, si vous vous rappelez de Bruno Latour, de l'idée de prendre des objets comme qui jouent un rôle d'actant, c'est la multiplication de sources de données dans des lampadaires, dans des voitures, dans des vélos, et qui apportent des représentations différentes et des mesures complètement différentes des dynamiques d'une ville, y compris sur les questions de développement durable, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce qui peut ensuite permettre de faire de la mesure individuelle. J'ai pratiquement terminé. Je voulais juste dire qu'on ne peut pas réduire la ville numérique à la smart city. Il y a eu un énorme échec. Donc la première vision de la smart city, ça a été on va tout mesurer, on va optimiser et on va faire une ville pilotée par Big Brother. Ça a été un échec commercial absolu, que ce soit d'IBM, que ce soit de Cisco ou que ce soit de Google, qui a essayé de faire ça à Toronto et ça n'a absolument pas marché. Donc là, j'accélère mes petites là parce que j'arrive à la fin et je veux pas insister. Et que cette digitalisation, aujourd'hui, elle prend la forme des jumeaux numériques qui sont en train de se développer. On a vu ça à Rennes, ça n'a pas très bien marché, à Singapour. Mais avec l'intelligence artificielle et ces nouveaux instruments, on voit des représentations maintenant en plusieurs dimensions qui commencent à avoir de l'influence sur la manière dont on redéfinit les villes. Et ce qui probablement caractérise aujourd'hui les mesures des villes, c'est quoi le bien-être? C'est quoi le bien-être? Et dans beaucoup de villes, c'est la sécurité. Donc les investissements de la mesure de ville aujourd'hui, les plus importantes, se font dans le domaine de la sécurité, de la vidéosurveillance, des objets qui vous regardent gentiment ou des immeubles qui vont prendre votre température et qui vont immédiatement vous classer et vous classifier. Et lorsque vous rentrez dedans, c'est un des sauts complexes à. Voilà, je voulais juste terminer par une petite chose pour vous montrer où en est l'imaginaire urbain, pour terminer sur Italo Calvino. Donc, j'ai une toute petite vidéo d'une minute à vous montrer qui, à mon avis, résume ce qu'on dit aujourd'hui sur l'imaginaire urbain dans les milieux architectes et urbanistes les plus avancés. Ça dure 1 minute 30. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on Earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. L'art de nous confronter à la réalité en empruntant le chemin d'Italo Calvino, donc c'est quand même une performance. Chère Hélène, justement, je crois que le relais a été très bien passé, hein, au niveau en particulier du bien-être et de ce que tu appelles l'habitabilité. Écoute, c'est à toi de nous dire comment, dans ton métier d'une part, enfin ton double métier, en l'occurrence, ton métier d'origine et celui que tu exerces, tu mesures la ville.
Merci, bonsoir à toutes et tous. Bravo à Patrick pour cette belle performance. Ça va être difficile de poursuivre. Je vais quand même vous dire en 1 minute d'où je vous parle, puisqu'en fait, ça fait quand même plus de 6 ans que je suis à la tête du plan urbanisme, construction, architecture. C'est pas grave. Et du coup, ça m'a coupé à l'échic. Et donc, c'est un service interministériel de recherche et d'innovation qui s'intéresse à l'urbanisme, à la construction et à l'architecture sous la tutelle des ministères de la transition écologique, de la culture et de la recherche. Donc, en fait, moi, je commandite des recherches à des gens brillants comme Patrick pour essayer de nous raconter les villes, nous raconter les territoires et nous donner un petit aperçu de ce qui nous attend. À la fois en termes quantitatifs et qualitatifs, et c'était un peu le sens de mon propos ce soir. D'abord, mesurer les villes, on le fait tout le temps, on passe notre temps à mesurer les villes. Moi, je suis dans un ministère d'ingénieurs, on sait très bien comparer les villes entre elles. Alors, je vais parler de la France, en l'occurrence, puisque je travaille pour une agence nationale en France. On sait très bien, par exemple, parler de petites, moyennes et grandes villes sans qu'on considère réellement ce que ça génère en termes de capacité territoriale, socio-économique, etc. C'est comme ça que sont construites un certain nombre de politiques publiques d'ailleurs. On l'a vu ces dernières années avec les programmes Action Cœur de Ville pour les villes moyennes, Petites Villes de demain, etc. On sait très bien définir les villes par des caractéristiques de pauvreté ou de richesse. C'est comme ça qu'on a défini les territoires prioritaires de la politique de la ville, les quartiers les plus pauvres des grandes villes. C'est comme ça qu'on définit les périmètres de la fiscalité liée à l'immobilier, avec les zones tendues et détendues, qui sont d'ailleurs les zones tendues de plus en plus vastes ces derniers jours, puisqu'on pourra y construire du logement défiscalisé. Et évidemment, la ville, c'est le lieu des prix de l'immobilier et le lieu des volumes. Je ne vais pas m'attarder sur ces points, mais vous les connaissez évidemment, puisqu'ils sont tous les mois dans le Nouvel Obs ou dans le Figaro. Les prix de l'immobilier sont des indicateurs extrêmement puissants, finalement, de la qualité et de l'attractivité des villes, à la fois dans les villes où ils sont élevés et dans les villes où ils sont faibles. Et c'était d'ailleurs une des raisons de l'investissement de l'État dans les villes moyennes, dont les marchés immobiliers sont tellement détendus qu'on n'arrive plus à les transformer sur elles-mêmes, parce que ça coûte trop cher de faire de la ville sur la ville, puisque, petit aparté, la particularité du monde du bâtiment, c'est que la seconde main est plus chère que la première main. C'est moins cher de faire du neuf sur des zones agricoles ou naturelles que de faire du recyclage urbain et de la transformation de l'existant. Et donc, un certain nombre de ces marchés immobiliers conduisent à des politiques urbaines qui sont elles-mêmes plutôt délétères en termes de transformation écologique. Je voulais organiser mon propos sur la mesure de la ville et la manière d'y vivre autour de 3 notions. D'abord celle de performance, qui va me permettre de reboucler avec Naom et la ville extraordinaire dont vous rêvez tous, qui vient de vous être présentée à l'écran. Cette logique de performance, elle a été très longtemps mise en valeur dans la production urbaine, la fabrique de la ville, la construction. Encore aujourd'hui, on parle de performance énergétique et ça se traduit dans des indicateurs très précis, dans des réglementations très précises, de réglementation thermique et de réglementation environnementale pour la construction. Mais on est un peu sorti du modèle de la performance des grandes métropoles, et notamment en France et en Europe, avec quand même une forme de crise des métropoles qui a suivi. Quand je parle des métropoles, on n'est plus à Singapour, on est plutôt à Bordeaux, Toulouse, Lille et Nantes et Lyon. Elles ont subi une série de crises depuis qu'elles ont été affirmées par une loi qui s'appelle MAPTAM, la loi d'affirmation des métropoles. Et ces crises ont finalement fait basculer le modèle performantiel de ces grandes villes, qui pourtant, il y a encore quelques années, je vous montre un petit ouvrage qu'on a produit sur la ville de Rouen, qui commençait à rentrer dans la course des métropoles il y a 5 ans, et qui, donc la métropole performative, commençait à se dire qu'elle allait elle-même générer des marchés immobiliers performants, etc. Et puis, catastrophe, les grands actes terroristes, malheureusement, à Nice, à Paris, les crises de la pollution, à Bordeaux, à Lille, à Paris encore, les grandes grèves des transports, des déchets à Marseille, évidemment la crise sanitaire, puis les crises des prix de l'immobilier, qui en fait ont des effets d'éviction d'un certain nombre d'habitants des villes. On parle beaucoup des classes moyennes en ce moment, mais les classes populaires ne sont pas nécessairement mieux loties. Et donc, on a basculé de l'intention de l'affirmation des métropoles commandeurs de leur grand territoire, parce que c'était le lieu de la créativité, de l'innovation, de la recherche et du développement, plutôt un questionnement autour de leur dépendance. Dépendance à quoi? À leur territoire et à leurs ressources. Et donc, on a passé au modèle de la métropole coopérative et de ses ressources, autre ouvrage qu'on a produit dans le cadre d'un programme sur les grandes villes françaises.
et d'une logique finalement d'une évidence de fragilité, puisque les différentes crises qu'ont traversées les urbains dans les métropoles ont montré leur fragilité, ont montré que lorsqu'on éteint ou qu'on efface ce qui sont les effets d'agglomération positive, culturelle, éducatif, en termes d'innovation, etc., quand on ferme tous les restaurants et tous les cafés, vivre dans une métropole dense, c'est pas nécessairement très agréable. Et c'est là qu'apparaissent les villes à taille humaine, villes moyennes comme l'Eldorado d'un exode urbain qui finalement ne s'est pas réalisé, mais dont on a pensé à un moment donné que voilà, le départ vers la ville moyenne, et on revient à la mesure, aurait pu être une espèce de graal de la nouvelle vie urbaine dans un rapport renouvelé à la nature. Évidemment, pour les raisons qui ont déjà été évoquées sur l'attractivité des grandes villes, on n'est pas tout à fait arrivé à répartir les habitants français entre ces villes métropolisées et les villes moyennes, mais ça a quand même fait déclencher, en tout cas chez les élus des grandes villes françaises, une ambition nouvelle. Alors certains l'appellent décroissance, d'autres l'appellent fin de la croissance. J'étais à Nantes il y a 3 jours, où la maire présidente de la métropole de Nantes s'interrogeait sur une ville qui est très attractive depuis des décennies, sur voilà, un nouveau modèle de croissance. Elle n'a pas dit décroissance, mais bon, voilà, on n'est plus très loin. D'autres, comme Grenoble, s'interrogent sur la métropole hospitalière, avec l'accueil en particulier pour Grenoble des personnes migrantes. On a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que la compétitivité ou la compétition entre métropoles, qui était le référentiel de la ville mondialisée, en fait, il y a encore 5 ou 6 ans, n'est plus celui, en tout cas, prononcé par les élus. Et donc, c'est plus l'imaginaire politique, positif ou désirable, qui est, en tout cas, ressenti comme attendu par les habitants des villes. Et donc, on parle effectivement désormais d'habitabilité des métropoles après cette série de crises plutôt que de compétitivité ou de marketing territorial. J'en ai pour preuve aussi l'ouvrage qui a permis à la maire de Paris de gagner la dernière élection municipale, qui s'appelait Respirer, où là aussi, pour revenir à ces questions de mesure, on a l'imaginaire, si on peut dire, des 48 000 morts liés à la piètre qualité de l'air dans les grandes villes, et donc la nécessité pour les villes de se présenter différemment au monde compte tenu des enjeux qui sont derrière. Mais le représentant de la ville de Paris en parlera mieux que moi. Donc, performance, un mot un peu démodé, en tout cas dans les grandes villes françaises aujourd'hui. Deuxième concept ou enjeu que je voulais mettre en avant par rapport à cette question de la mesure, c'est la difficulté à se contenter des mesures quantitatives. Moi, je travaille dans un ministère d'ingénieurs où tout se modélise, tout se quantifie. On a un secrétariat général à la planification écologique qui nous a décliné territoire par territoire la manière dont on allait pouvoir emprunter la nouvelle trajectoire décarbonée, sobre du projet national français. Ça ne suffit pas en général, et de plus en plus, les villes avec lesquelles on travaille nous demandent des analyses qualitatives. Alors, est-ce que c'est de la mesure qualitative? Ça fait un grand débat entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur ou les sciences du vivant. Toujours est-il qu'on ne peut plus aujourd'hui se passer de ces analyses qualitatives, des enquêtes sur les pratiques des habitants des villes comme des habitants des territoires, autant que sur leur capacité à rentrer dans un processus de transformation de leur mode de vie ou de décarbonation de leur pratique quotidienne. Et on l'a d'autant plus réalisé par, évidemment, les atterrissages, pour reprendre Bruno Latour, un peu chaotiques du zéro artificialisation nette, qui est donc la capacité pour la France à limiter l'artificialisation des sols en passant par une mesure très concrète, réduire de 50% les espaces ouverts à l'urbanisation à l'horizon 2030 et passer à la zéro artificialisation nette en 2050. Toute extension urbaine doit être compensée. Le ZAN, voilà. Et cette mesure a été très très mal accueillie, non seulement par les élus locaux responsables de l'urbanisme au niveau territorial, mais aussi en partie par les habitants, un peu par les marchés également, puisque ça contraint évidemment les prix que d'avoir moins de ressources foncières. Et donc on voit bien là aussi qu'on ne peut pas se contenter de mesurer, de projeter, de dessiner des trajectoires quantitatives, même si elles ont, elles sont parties de bonnes intentions et d'une logique de préservation finalement des ressources dans les limites planétaires. On a besoin de comprendre par le bas
à quelles conditions on peut s'approprier des politiques de transition écologique, dans quel contexte territorial, compte tenu de la capacité qu'ont les gens à se déplacer différemment, à manger différemment, pour des raisons territoriales ou sociales, et on ne peut pas se passer donc de ces mesures qualitatives et de ces enquêtes de terrain. Troisième enjeu, c'est pour venir sur les terres de la transition écologique à nouveau, c'est celui de la sobriété. Alors on travaille beaucoup au PUCA sur la sobriété foncière. Là encore, c'est une autre manière de parler du zéro artificialisation nette. La sobriété, c'est un renoncement qui nous touche tout un chacun. Évidemment, les élus locaux qui devront renoncer à 50% des terres ouvertes à l'urbanisation ne sont pas nécessairement urbanisées. C'est juste une mesure conservatoire que prennent les élus pour s'assurer que si jamais un jour leur population revenait à augmenter, ce serait important qu'ils puissent y créer un lotissement ou un centre commercial. En réalité, elles ne sont pas toujours consommées, ces terres, mais voilà, c'était une mesure rassurante, finalement conservatoire, d'une logique de corrélation entre croissance et consommation, en l'occurrence développement urbain et consommation d'espace. Et donc la sobriété foncière, immobilière et hydraulique, énergétique, elle nécessite un renoncement. Et là encore, il ne suffit pas de mesurer, il ne suffit pas de donner des outils, même des outils financiers, comme la tarification incitative, par exemple, sur l'eau progressive qui vient d'être mise en place à Lyon. Il faut accepter de renoncer à une représentation du monde qui est celle de l'abondance et des limites infinies des ressources. Et pour l'avoir expérimenté sur la question de la sobriété, qui réellement s'illustre par un rapport nouveau entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu, donc on revient à la mesure, elle induit pour chacun de nous donc de renoncer à une manière de percevoir le monde qui très souvent dans nos imaginaires relie consommation et croissance. Elle demande aussi de consentir aux alternatives, là en l'occurrence sur la sobriété foncière, d'accepter que le recyclage urbain, sous réserve que ça soit soutenu financièrement, puisqu'elle n'est pas nécessairement rentable, est une solution acceptable, désirable, souhaitable, y compris pour une population qui se projette plutôt dans l'étalement urbain ou la périurbanisation. Renoncer, consentir, s'approprier les outils qui permettent d'y arriver et puis coopérer à cette nouvelle forme de perception du vivre ensemble qu'est la sobriété. Et encore une fois, on l'a appliqué nous de manière très concrète à la question foncière, avec en plus des terrains qui sont ceux des villes moyennes où les ressources foncières et immobilières vacantes, notamment des logements vacants et des friches, sont nombreux. Donc en fait, là, il y avait un gisement pour établir des stratégies de sobriété foncière. Évidemment, elle s'applique également à la question de l'eau, à la question de l'énergie, à la question des matières nécessaires pour construire, pour produire et pour consommer, mais pas uniquement à la sobriété carbone qui renvoie là aussi à des questions de distance parcourue notamment par les matières dont on a besoin pour fonctionner dans un territoire comme le nôtre. Voilà un peu les trois points que je voulais mettre en avant. Je ne sais pas où j'en suis. Voilà, je suis plutôt pas trop mal. Évidemment, je vais vous passer toutes les références que j'avais en tête parce que Patrick les a déjà données, à mon grand regret. Donc, j'aurais l'air moins intelligente que je ne le suis en réalité. Mais bon, j'avais effectivement Vels, j'avais La Tour, j'avais avec Où atterrir, j'avais Italo Calvino, bien entendu. Et quelle belle référence. La fresque du bon gouvernement, du bon et du mauvais gouvernement de Sienne que tu as présenté à l'écran tout à l'heure. Donc, je finirai plutôt sur ce que tu as appelé les tensions entre ordre et désordre. Évidemment, les villes, c'est à la fois des effets d'agglomération, de foisonnement, qui sont générateurs de richesse, donc qu'on peut aussi quantifier. C'était l'idée des métropoles qui s'affirmaient, de la compétition internationale des grandes villes. Mais c'est aussi des obligations de régulation. Et pour reboucler sur les prix, mais peut-être que François en parlera également, finalement, la manière dont les prix sont des indicateurs de la mesure du bien-être en ville a obligé un certain nombre de celles-ci à travailler sur la régulation de ces prix. Par exemple en régulant les loyers, par exemple en encadrant les loyers, pardon, par exemple en dissociant le foncier du bâti, en permettant ce qui s'appelle les baux réels solidaires, d'acheter un appartement, d'acheter des murs sans acheter du foncier quand il est réellement trop cher. Mais on le trouve aussi à l'inverse dans les villes où les marchés immobiliers sont détendus avec des dispositifs
de type bonus-malus, c'est-à-dire on subventionne le recyclage urbain avec le fonds vert ou le fonds friche pour éviter qu'il soit plus facile de construire en périphérie qu'en zone urbaine. Donc on a à la fois besoin, et c'est cette tension-là que je voulais mettre en avant, de ce foisonnement, de ces effets de l'agglomération, de ces effets d'intelligence collective, de vivre ensemble, et d'administration, de régulation. Et je pense que l'intervention de la ville de Paris devrait le confirmer. Merci Hélène, c'est assez extraordinaire parce que notre directeur donc mesure et alors on arrive à 0 là, je veux dire, c'est vraiment bravo. Je veux dire, ce sens de la mesure, si je puis me permettre, d'accord, je l'ai faite, ça y est. Ce que je trouve très, très intéressant entre vos 2 interventions, Hélène et Patrick, c'est que on est quand même, quand on regarde dans le monde entier, dans un univers qui est encore performatif et quand même de concurrence entre les villes, pour en tout cas les grandes mégapoles, et que nous, en France, tu dis qu'on abandonne un petit peu ce modèle pour justement être dans l'habitabilité, dans le bien-être, voilà. Et je me demandais si Paris faisait la synthèse, puisque Paris est la capitale de la France, mais est en même temps, effectivement, une très grande ville. Et voilà. Et par ailleurs, je pense souvent à vous, étant parisienne, parce que je me dis qu'être directeur de la transition écologique de la ville de Paris, c'est quand même, si vous me permettez cette expression, un très gros boulot. Je veux dire vraiment, étant donné tous les débats qu'il y a au sujet donc des politiques urbaines dans Paris, qui sont des politiques phares dans le monde entier, comme encore quelques petites choses en France, mais qui, au niveau de Paris, sont extraordinairement discutées. Voilà. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Merci beaucoup, Bettina. Merci aux 2 précédents intervenants qui ont dit beaucoup de choses. Donc, j'essaierai peut-être d'aller vite sur certains points et puis on pourra en reparler. Alors, je vous confirme, si besoin en était, que directeur de la transition écologique et du climat de la ville de Paris, c'est pas un métier facile, mais c'est aussi un métier passionnant. J'ai un petit peu l'habitude, juste pour vous dire moi aussi d'où je viens et d'où je parle. Je suis diplomate de carrière. Auparavant, j'étais ambassadeur pour les droits de l'homme. Autant dire que les injonctions contradictoires, je connais. Et je pense aussi qu'il faut être capable de s'en extraire. Et pour continuer à rembobiner un tout petit peu et faire écho à ce que disait la première intervention, avant ça, j'étais directeur de l'Institut français à Londres et donc j'avais participé à l'époque à ce débat très théorique sur le nombre de Français à Londres, qui a beaucoup agité l'ambassade, qui a beaucoup agité aussi nos amis britanniques, à commencer par le maire de Londres, qui lui avait décrété qu'il y avait 500 000 Français à Londres. On sait que Boris Johnson, puisque c'était lui à l'époque, a un rapport assez distant avec la réalité. Autrement dit, c'est un menteur professionnel. Et il le faisait à dessein dans la compétition entre métropoles globales, entre villes-monde, pour dire que Londres était évidemment beaucoup plus attractif que Paris. On sait ce qu'il en est aujourd'hui, grâce à Boris Johnson. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Et puis, j'en terminerai là sur mon parcours. Avant ça, j'étais directeur de cabinet de Pascal Canfin au moment où on commençait à négocier ce qui est devenu l'accord de Paris, et dont je suis sûr que Bettina sera d'accord pour dire que c'est un magnifique accord diplomatique, une belle réussite dont on n'était pas très nombreux au début à croire en la possibilité. Mais au final, et c'est ça qui m'a amené à ce poste un petit peu périlleux de directeur de la transition écologique, cet accord, ça n'est qu'un bout de papier. Et c'est ça qui, je pense, en tout cas moi, me motive. Comment on fait pour transformer un texte aussi ambitieux soit-il en réalité dans une ville, dans ma ville, pour que il suffit l'accord de Paris, il suffit qu'un Trump mal luné ou un Bolsonaro de mauvais poil le déchire le matin au petit déjeuner pour que tout soit à refaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait concrètement arriver à l'objectif de la neutralité en carbone en 2050 comme
le dessine l'accord de Paris, et ça passe évidemment par la mesure. C'est la première chose que m'a dite la maire de Paris lorsqu'elle m'a confié cette mission, qui était de créer une nouvelle direction, donc de la transition écologique et du climat, mais aussi d'essayer, je dis bien essayer, de faire une forme de synthèse entre, m'avait-elle dit, les 36 plans, stratégies de la ville en matière au sens large de, on va le dire, de développement durable, et j'y reviendrai. Et je m'étais dit, en l'entendant, bon, elle veut dire qu'il y en a beaucoup. Non, non, il y en a vraiment 36. Et on en a trouvé un 37e. Et puis il y en a sans doute quelques-uns qui se sont ajoutés depuis, puisque c'était il y a 3 ans que cette conversation a eu lieu. Et donc, l'enjeu pour nous, en tant que direction, mais aussi en tant que ville, je crois, c'est d'être capable d'opérer une synthèse qui nous permette de sortir de cette rivalité permanente des mesures, des statistiques. On a déjà beaucoup d'indicateurs, notamment, et je crois que c'est pionnier et qu'il faut le rappeler, grâce à l'approche des objectifs du développement durable. On a une matrice qui est planétaire, qui a été adoptée dans le cadre des Nations Unies, mais qui propose une approche thématique. C'est-à-dire vous déclinez la liste des ODD et vous voyez où vous vous situez par rapport à cette ambition-là. Celle que nous proposons, elle se veut systémique, et Sébastien Maire ne me démentira pas, je pense, dans la mesure où il s'agit d'être capable de prendre en compte l'ensemble des paramètres. Et je rejoins tout à fait ce que disait Hélène sur le fait que tout ça n'a pas de véritable valeur si on n'est pas capable de mesurer qualitativement, et notamment en termes d'habitabilité de la ville. C'est ça finalement la mission de la direction, et d'humanité. Et là, c'est à nouveau l'ambassadeur pour les droits humains qui reparle, mais la perspective de Neom, c'est un cauchemar, on est tous d'accord. C'est un cauchemar notamment parce qu'elle repose sur un mépris absolu des droits de la personne. Les droits des femmes, pour commencer, et puis toute forme de liberté, en fait, qui serait anéantie par cette vision qui se veut avant-gardiste et qui est en fait un fantastique retour en arrière. Donc comment on fait Et c'est là que c'est compliqué. On a des indicateurs, des statistiques. Certains sont d'ailleurs maintenant et de plus en plus imposés par la loi. Ce sont des données réglementaires qu'on est obligé de fournir. On a un rapport développement durable au niveau de la ville de Paris qui est en train d'évoluer, qui sera publié en juin prochain. On a un bleu climat, qui est la déclinaison annuelle du plan climat de la ville de Paris, j'y reviendrai, qui est un petit peu le plan des plans, si on essaye de faire cette classification. Dans le bleu climat, vous avez toutes les indications sur notamment la trajectoire de réduction de l'empreinte carbone. C'est ce qui nous permet de dire que depuis la mise en place de ce plan climat en 2004, on a réduit de 35% l'empreinte carbone du territoire parisien. Et là aussi, j'emploie à dessein le terme de territoire. On essaie de mesurer non seulement ce que la ville émet, ça c'est, j'allais dire, relativement facile, mais encore, on s'est aperçu au moment de la crise énergétique que quand on a voulu mettre en place justement cette stratégie de sobriété énergétique, qu'il y a un certain nombre de bâtiments qu'il s'agissait peut-être d'éteindre un peu plus tôt, y compris des bâtiments historiques qui restent allumés jusqu'à fort tard dans la nuit pour que la vie de lumière reste la vie de lumière. C'était peut-être pas indispensable. On a fait des arbitrages et on est arrivé à une liste. Et après, on s'est dit, bon, mais comment on fait parce que pour certains, on ne savait pas où était l'interrupteur. Tout simplement, à force d'avoir des illuminations prévues jour et nuit pendant des décennies, on avait un peu oublié ces données-là. Donc il y a aussi des données de base dont il ne faut pas qu'on les perde de vue. Mais sérieusement, on est capable donc de dire que l'empreinte carbone a diminué de 35% à l'échelle donc du territoire, en incluant ce que ne font pas d'autres villes, les déplacements aériens des Parisiens, mais pas ceux des touristes, parce que quand même, effectivement, il y a toujours ce petit match de l'attractivité qui fait que on n'a pas encore franchi ce pas, mais on devra le faire, n'en déplaise à Aéroport de Paris, à qui ça va poser une question.
On a aussi, et ça, ce sont des objectifs politiques. Moi, je crois que ces indicateurs servent aussi à ça. C'est pas forcément péjoratif, mais il faut l'avoir en tête. Un certain nombre d'indicateurs très quantitatifs qui sont autant de jalons sur une stratégie dont on espère encore une fois qu'elle nous mènera à la neutralité carbone, sans être capable de le dire avec certitude. Si on a réduit de 35% l'empreinte carbone, c'est très bien, ça veut dire qu'on est à peu près sur la trajectoire, ça veut dire aussi que le plus dur est devant nous, et qu'on n'a pas forcément, on a peut-être aussi utilisé beaucoup des politiques qui étaient à notre portée. Donc parmi ces indicateurs, juste j'en cite quelques-uns pour faire mon boulot de directeur de la transition écologique, mais 125 000 arbres plantés depuis 2020, dont 40 000 cette année, c'est une accélération sensible. On sait que ce n'est pas encore assez. 1000 km de pistes cyclables, ça c'est un chiffre qui a été beaucoup cité, qui sert beaucoup à l'international. Évidemment, il frappe. Ça ne dit rien si on ne voit pas les embouteillages sur le boulevard de Sébastopol, sur la piste cyclable. Mais c'est aussi une forme d'indicateur. Peut-être est-ce que je préfère employer d'indicateurs qui permettent de mesurer davantage des trajectoires, des pourcentages, par exemple le fait qu'on a depuis 2022 passé les 50% de nourriture issue de l'agriculture biologique dans la restauration collective à Paris. Et puis le fait qu'on a 100% aujourd'hui des Parisiens, des Parisiennes qui sont à moins de 7 minutes d'un îlot de fraîcheur. On est dans cette logique de la ville du quart d'heure qui était également évoquée tout à l'heure. Mais vous le voyez bien, ces statistiques-là, ces indicateurs-là, ces mesures-là, on peut en faire ce qu'on veut un petit peu. On va dire 120 000 arbres, c'est super, ou bah non, vous aviez dit 175 000, il en manque 35 000. Donc c'est, puisqu'on parlait... je crois, dans votre présentation initiale, Bettina, de Shakespeare, c'est mesure pour mesure. Chacun va venir avec son indicateur. Et c'est légitime. Ce qu'on essaie de faire au niveau aujourd'hui de la mairie, c'est d'avoir ce qu'on appelle un cockpit, donc une batterie d'indicateurs dont on pense que ceux-là nous aideront effectivement pardon pour la métaphore de transport aérien, elle n'a pas sa place ici, mais pour essayer de savoir vers où on va. Donc c'est des choses comme la part modale du vélo, c'est les questions effectivement de qualité de l'air, les émissions de particules, certes, le nombre de jours de dépassement des seuils, mais là aussi on va retomber dans ce débat qui a été encore une fois public il y a peu de temps sur la question des ZFE. Vous avez vu que la plupart des métropoles françaises sont dispensées de l'obligation de créer des zones à faibles émissions. Oui, donc zones à faible émission dans les métropoles et par la loi, afin de respecter les critères de qualité de l'air fixés par l'Union européenne. Si les villes sont en dépassement de ces critères, elles doivent imposer des mesures assez, pour le coup, strictes de limitation de la circulation et donc imposer à certains véhicules, les plus anciens, les plus polluants, de ne plus circuler dans ces zones-là, ce qui pose évidemment des problèmes sociaux considérable, mais qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas le traiter. En France, on a dit que bah non, on n'est pas le traiter, sauf alors à Paris et à Lyon, qui sont les deux seules métropoles désormais concernées, parce que, bonne nouvelle, les politiques de mise en place de qualité de l'air ont permis de réduire la pollution de l'air. Certes, et c'est très bien, on ne va pas s'auto-flageller là-dessus, sauf que les normes en question viennent de changer aussi. Donc on a, comme disent nos amis anglais, juste bougé les poteaux des buts, et on a dit c'est bon, on n'a plus à s'en préoccuper. Bah, le problème, c'est que on est dans un monde qui évolue, que ces normes, que ces indicateurs, il faut les prendre sur une tendance, et c'est vraiment ça qui, je crois, et ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire aussi, pour que ce débat soit à la portée de tout le monde, c'est de mettre la plupart de ces données, celles qui en tout cas ne posent pas de problème de sécurité, en accès public, en ce qu'on appelle en open data. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les toitures de Paris.
toitures qui représentent un potentiel considérable en termes de photovoltaïque, donc d'installation solaire, en termes de végétalisation, mais dont on ne sait pas très bien encore comment les utiliser, comment arbitrer d'ailleurs entre les deux, parce qu'on ne peut pas toujours faire et du solaire et de la végétalisation sur un même espace. Donc de mettre ces données en open data pour des professionnels qui voudraient agir à grande échelle, c'est une des solutions finalement vers lesquelles on se dirige afin que chacun puisse se faire son opinion. Et c'est, encore une fois, ces données n'ont de sens, à mon avis, que si elles sont l'objet d'un débat public, démocratique. On revient à cette question des droits humains. C'est aussi l'accès à la donnée, un droit humain, à mon avis. Donc, merci d'avoir parlé de cette transition écologique et démocratique tout à la fois. Sébastien, alors, toi, rien que l'évolution du titre de l'association que tu diriges et qui était jusque très peu présidée par celui qui est aujourd'hui devenu ministre, justement, de la ville, non, des transports, pardon. Il a été ministre de la ville avant, du logement avant et des transports, voilà. Ça change vite, alors même moi, j'ai un peu de mal à suivre. Et donc, en l'occurrence, ça s'appelait France Ville Durable. Bon, tu vas nous dire, si tu le souhaites, c'est issu de deux associations. Enfin bon, les technos connaissent l'histoire, et j'en suis. Mais tu l'as élargi, enfin, vous l'avez élargi au titre de France, ville, territoire durable. Et c'est un peu de ça dont je voudrais te parler. Et puis, pardon de t'avoir taquiné au début, mais aussi de la notion de résilience des villes. Et je me demande si la résilience des villes, ça se mesure, justement. Merci beaucoup, Bettina. Bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup de votre invitation. Alors effectivement, je suis délégué général d'une association dont je vais vous passer l'historique, qui s'appelait France Ville Durable et qui est devenue récemment France Ville et Territoire Durable. Et c'est la première chose que je voulais justement aborder, c'est cette notion de ville, puisque c'est la thématique de la soirée. Si on a élargi, c'est parce que, au regard des enjeux auxquels sont désormais confrontées les villes, quelle que soit leur taille, la notion géographique de la ville ne peut pas être la bonne échelle, ni de compréhension des enjeux, ni de réponse à ces grands enjeux. Je prends un exemple, la décarbonation des villes, c'est-à-dire en gros pour que les villes respectent l'accord de Paris. Très peu ont suivi la trajectoire parisienne, parce que 35% horizon 2030, c'est déjà exceptionnel et on en est très loin dans beaucoup d'autres villes. Et là, les villes ont mobilisé ce qu'elles pouvaient faire dans le cadre de leurs propres compétences sur leur propre territoire. Mais pour assumer le toboggan, comme on dit, hein, entre 2030 et 2050, parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que les efforts qu'on réalise jusqu'à 2030, ils sont très gentils par rapport à ceux qu'on doit réaliser entre 2030 et 2050 pour respecter cet accord. Il n'y a aucune chance qu'une ville se décarbone sans compensation, et ce n'est pas l'agriculture urbaine qui va faire la compensation sur les balcons et les toits. Hein. En termes de volume, ça ne marchera pas. Donc la compensation des émissions de gaz à effet de serre des villes se fera obligatoirement sur d'autres territoires, notamment sur les territoires ruraux qui sont les puits de carbone des villes. Mais c'est le cas aussi sur tout un tas d'autres problématiques. Les énergies renouvelables, ce n'est pas dans les villes non plus. Pourtant, c'est elles qui consomment le plus d'énergie, mais ce n'est pas elles qui vont avoir le plus de foncier disponible pour mettre des éoliennes, des centrales de biomasse ou quoi que ce soit. Si on veut améliorer l'économie circulaire dans les villes, il faudra des grands espaces fonciers pour des centrales de tri des matériaux, d'échange, etc. Au prix où est le foncier parisien intramuros, je ne suis pas sûr que c'est là qu'on le fasse. Il faudra des coopérations avec les autres territoires, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de considérer plutôt les territoires que les villes. Et puis, Philippe Madec, qui est un architecte bien connu, j'imagine, enfin, il a beaucoup travaillé sur les sujets de frugalité heureuse, il a fait une communication lors du sommet Habitat 3 à Quito, Forum urbain mondial, pour dire que ce chiffre qui était indiqué sur et qu'on entend souvent, hein, 60% de la population mondiale en ville en 2030 et 80% en 2050, ben, ça dépend ce qu'on mesure et comment on mesure. Et lui conteste beaucoup le fait qu'on n'ait que la ville et la non-ville.
Parce que si on compte le périurbain, c'est-à-dire en gros, il y a le très urbain et le très rural. Mais la majorité, c'est ce qui est entre les deux. C'est ce qui n'est pas trop urbain et c'est ce qui n'est pas trop rural. Et on est à largement plus de 50% aujourd'hui et dans les perspectives. C'est-à-dire que ça dépend vraiment ce qu'on entend par ville, en fait. Mais la majorité des Français aujourd'hui ne vivent ni dans les villes ultra-urbaines, ni dans les zones ultra-rurales. La majorité vit entre les deux, dans toutes ces zones qui vont être les plus concernées par le manque d'accès aux énergies pour les transports, etc., etc. Donc il y a un petit biais de considérer que l'ultra-urbain est un enjeu ultra prioritaire par rapport à l'urbain moins dense, en termes notamment de concentration de population. C'est ambivalent cette question de mesure. Nous, on l'utilise beaucoup dans l'association pour dire il faut mesurer les enjeux d'habitabilité, je vais y revenir juste après. Puis en même temps, c'est un peu contre-productif dans un monde de la performance, comme tu l'as très bien dit. L'exemple des difficultés sur le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire on essaie de limiter l'idéologie développementaliste d'une certaine génération d'élus, c'est-à-dire le développement infini jusqu'au bout. Le moindre petit village a vocation à devenir une mégalopole. Vous savez, le but d'un maire, c'est forcément de construire, d'avoir plus d'habitants et tous en même temps. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Quand un territoire gagne des habitants, il y en a un autre qui les a perdus. Donc, on est un jeu à somme nulle là-dessus. Et le fait qu'on ait quantifié le ZAN au début, ça a été, mais on va utiliser une métrique qui va être compréhensible par tous, mais du coup, les acteurs ne se sont focalisés que sur la métrique. C'est-à-dire que le pourquoi il faudrait faire le ZAN a été totalement évacué de toutes les discussions. C'est-à-dire, OK, on a bien compris, vous allez nous emmerder, on pourra combien? Moi, je me souviens de ces discussions dans des préfectures. Le seul sujet des maires, c'est combien il me reste? OK, je m'en fous de vos trucs du pourquoi il faut le faire. Est-ce que je vais pouvoir faire mon lotissement? Est-ce que je vais pouvoir faire mon truc? Combien il me reste? Donc la métrique devient un biais, parce que du coup, on ne parle plus du fond, des objectifs, on ne parle plus que de cette métrique de mesure. Par ailleurs, dans le monde anthropocène, les mesures historiques qui font de la réglementation ont vécu. J'en prends une. La réglementation de prévention du risque d'inondation. Les PPRI, comme on les appelle dans le jargon, ils déterminent les endroits où on peut construire ou pas pour être sûr de ne pas se faire inonder. La loi, la réglementation, prévoit qu'on se base sur une mesure historique qui est celle des plus hautes eaux connues. En gros, l'épisode centenal. Donc aujourd'hui, tous les PPRI de France, ils ont peut-être parfois 10 ou 20% en plus, mais pas beaucoup plus. Ils sont basés sur cette réglementation et on peut toujours construire des crèches, des EHPAD. C'est pas grave, la réglementation dit que. Dans le Nord-Pas-de-Calais, là, j'ai été en contact récemment avec les deux DDT du Nord et du Pas-de-Calais. Les inondations, elles étaient 60 cm au-dessus du niveau centenal. À chaque fois qu'on a un épisode d'inondation, ça commence à la télé par l'événement le plus fort depuis qu'on a commencé à mesurer. Historique, oui, ou historique. C'est plus... Tout le monde est accroché sur la mesure, même la réglementation, les assurances, etc. Or, cette mesure est plus du tout valable dans le monde qui vient. Le problème, c'est qu'il faut 3 ans pour changer un PPRI et que si on lance les discussions maintenant, dans les 3 ans, les données vont changer, la mesure va changer parce que ça évolue très vite. Donc, on a un vrai sujet entre le temps d'élaboration de la réglementation et la production des données qui les mesurent, sachant qu'il y en a un qui va beaucoup plus lentement que l'autre. Une catégorie de mesures écrase tout aujourd'hui. Elle détermine tout le reste, c'est la mesure de l'économie. Le PIB, la croissance, c'est la mesure qui détermine tout le reste. Regardez par exemple, on a un problème avec un peu moins d'économie, réduction, d'ailleurs mon association en fait les frais, des réductions de l'État sur l'écologie, là, voilà, l'économie a dit que. La mesure suprême, absolue, supra, qui écrase toutes les autres, est celle de la production de richesse. Et ce qui est totalement paradoxal, c'est que les mesures des sciences économiques, alors je mets des guillemets, parce que vous savez que le qualificatif scientifique à l'économie est très challengé, challengé. On peut aussi considérer que c'est des mathématiques qui viennent justifier des choix politiques. Les calculs et les mesures de l'économie sont fausses, totalement fausses, pour une raison simple. On est toujours sur ce paradigme dans l'économie néoclassique aujourd'hui que les ressources naturelles sont gratuites et inépuisables. Donc tous nos modèles économiques
sont basées sur le fait qu'on aura toujours les ressources indispensables au développement de cette économie. C'est pour ça qu'on peut faire des croissances à 2 chiffres, c'est parce qu'on n'attribue pas de valeur en capital dans un business model aux ressources qu'on prélève, ni aux pollutions qu'on produit et qui vont se transformer en coûts pour la collectivité, pour vous et nous. Si on intègre ça dans le business model de l'entreprise, les milliardaires n'existent plus. Et c'est bien pour ça qu'on a tant de mal aujourd'hui à sortir de ce paradigme d'une économie hors sol qui ne tient pas compte des limites physiques. La mesure de la résilience, aujourd'hui, c'est celle de l'habitabilité. Et je vais utiliser une publication qui est celle de Rockström Stockholm Resilience Center en 2009, qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée par les praticiens de toutes catégories, publiques, privées, qui est celle des limites d'habitabilité de la planète, mais pour Homo sapiens. Hein. En gros, qu'est-ce qui détermine le fait que l'espèce Homo sapiens puisse survivre ? Puisque vous savez que le sujet aujourd'hui principal, c'est bien celui-ci. C'est pas le carbone, c'est pas l'eau, c'est la disparition accélérée de la vie sur Terre, dont probablement la nôtre. Hein. On est engagé dans la 6e extinction de masse. Elle va beaucoup plus vite que la dernière, qui était celle de la météorite avec les dinosaures. Et en fait, on a tendance à considérer que la biodiversité, quel bien vilain mot pour qualifier le vivant, dont nous, hein, dont l'espèce humaine, est un critère parmi d'autres. Ce n'est pas un critère parmi d'autres, c'est la finalité. Hein. Aujourd'hui, la finalité de tout ce qu'on fait, c'est préserver la vie sur Terre, dont celle des humains. Donc, la mesure du vivant et de ce qu'on entend par le vivant devrait être absolument centrale dans toutes nos mesures, puisque c'est normalement la finalité, la perpétuité de l'espèce qui est fortement menacée. Mais il y en a d'autres. L'eau, l'artificialisation des sols, les pollutions chimiques dans l'environnement. Vous voyez aujourd'hui... Enfin, c'est le scandale qui sort, hein, pas la pollution, parce que ça fait 50 ans qu'elle est là sur les polluants éternels, les PFAS, etc., qui deviennent des critères d'habitabilité des territoires. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça dans l'eau potable du robinet parce qu'on ne le cherche pas. Hein. Mais dès qu'on le cherche, on le trouve. C'est-à-dire que, est-ce que je peux boire l'eau du robinet sans mettre ma famille en danger? Ça peut devenir un critère d'habitabilité. Je vous garantis qu'il n'est pas encore pris en compte par les lois du marché. D'ailleurs, aujourd'hui, les endroits où le marché de l'immobilier est le plus dynamique sont les endroits qui seront les premiers à être fuis par leurs habitants à cause des problèmes d'habitabilité. Je vous invite par exemple à regarder les discussions animées autour de l'élaboration du SCOT d'Arcachon aujourd'hui. Très intéressante parce qu'on a encore des élus à l'ancienne qui disent « Ok, j'ai plus d'eau au robinet et tout, mais je veux plus d'habitants, je veux plus d'habitants, je veux être plus gros que mon voisin, c'est comme ça qu'on verra que j'ai fait que j'ai réussi, etc., etc. » Il y a d'ailleurs une grande métropole, en plus il fait 45 degrés, il n'y a plus d'eau, etc. Mais c'est pas grave puisque le marché il dit « C'est bon, c'est rentable de construire, on est en zone tendue, allons-y ». Donc les lois du marché sont totalement déconnectées des lois physiques, mais mauvaise nouvelle, hein. Les lois physiques, elles s'imposent au reste. Il y a une hiérarchie des sciences, il y a une hiérarchie de la mesure. Ce qui est physique, ce n'est pas la décision d'un conseil municipal ou d'une convention sociale qui va le changer. Or, on a eu tendance à considérer que la sociologie, tout ça, allait tout régler. Non, aujourd'hui, regardons, mesurons les enjeux physiques. Je veux dire encore un mot sur... le fait que ces problèmes d'habitabilité des territoires, ils sont aujourd'hui très regardés, très mesurés par une catégorie d'acteurs, les assureurs. Alors, ils ont compris. Hein. Et eux, leur business model dépendant de ces limites physiques, ils les intègrent à leur business model d'entreprise. Et ils ont commencé à établir les cartes. Et ces cartes, aujourd'hui, elles sont très intéressantes à regarder. Alors, on peut arriver à en trouver. Aujourd'hui, c'est les collectivités qui sont désassurées. Ils n'ont pas encore le droit de désassurer les particuliers en France. Mais ça se fait déjà largement aux États-Unis. En gros, on a des données aujourd'hui, des mesures disponibles qui permettent de qualifier les enjeux à l'échelle de chaque parcelle cadastrale. Retrait-gonflement d'argile, inondation, tempête, ruissellement, on sait le qualifier à la parcelle cadastrale. Les assureurs l'utilisent et à terme, en gros, même dans la même rue, en fonction du bassin versant ou du sous-bassin versant, 2 maisons l'une à côté de l'autre pourront être assurées de manière très différente. Est-ce que les élus utilisent ce type de données dans leur PLU ou dans la planification écologique nationale? Rien du tout. Et aujourd'hui, on s'apprête à financer des milliards d'investissements dans des zones, je pense au littoral, je pense au sud de la France, où les territoires, toutes les données montrent aujourd'hui que ces territoires ne seront plus habitables pour des humains avant la fin des remboursements des emprunts qu'on est en train de contracter. Donc on a cet enjeu d'ajouter cette couche de mesures à la mesure de la planification écologique.
Plan national Si. d'adaptation 3 Ah, qui tout à fait. devrait quand même nuancer ton pessimisme. Alors, je l'espère, mais j'attends. J'attends et je me bats avec le ministère, qui est un des membres de notre association, donc c'est une baston constructive, hein, pour dire, mais quand est-ce qu'on réalise ces vrais diagnostics territoire par territoire? Le premier boulot du SGPE, ça devrait être fournir un diagnostic sur ces vulnérabilités à chaque territoire. La difficulté, c'est que fournir ces données-là, ça veut dire que certains élus, sur le littoral notamment, doivent aller voir leur population et leur dire bah, « désolé, il faut déménager et vous allez perdre la valeur de vos biens ». Voilà, c'est ça. Qui sont aujourd'hui les biens les plus chers. Hein. En gros, tout ce qui voit la mer. Hein. Vu sur mer, bah, je vous garantis que c'est loin de, dans les années à venir, ça ne sera pas un critère ultra positif, tout comme la Côte d'Azur, l'Eldorado des retraités, avec les canicules à 50 degrés pendant un mois. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça reste très longtemps aussi tendu au niveau du marché de l'immobilier. Pour terminer, je voudrais évoquer deux choses. Je ne sais pas si ça se mesure. Mais il y a une nouvelle, elle n'est pas très nouvelle, mais elle ressort beaucoup en ce moment, c'est la question de la ville sensible. Puisque les connaissances ou la réalité scientifique ne suffisent pas à créer les déclics, à montrer qu'on peut faire autrement, est-ce que les approches plus sensibles des territoires, c'est aussi une façon, l'habitabilité, mais c'est la sensibilité au sens très large, c'est-à-dire la sensation, l'esthétique, les odeurs, le visuel, le bruit ou le bruit plus ou moins négatif, etc. Il y a eu des ouvrages récents qui ont été publiés. Je cite par exemple Emeline Bailly du CSTB qui vient de publier un ouvrage à ce sujet-là. Et je pense qu'on a là quelque chose qui nous permettrait de nous rapprocher du qualitatif pour sortir de cette obsession du quantitatif. Et puis, je termine vraiment avec je serai dans mes temps aussi, avec des questions de définition. Finalement, comment on mesure la prospérité d'un territoire, d'une famille, d'un individu ou d'une entreprise? Dans le dictionnaire, il y a deux définitions. La première, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui dans nos modèles. Opulence, accumulation de biens matériels. La deuxième, le bon équilibre, la bonne santé d'un territoire, d'une personne, d'une entreprise ou d'une famille. Équilibre plutôt que développement me semble être vraiment le switch qu'on doit arriver à formuler tous à titre individuel, à titre professionnel. On ne va pas se développer jusqu'à l'infini et au-delà en utilisant des ressources qui sont, elles, en quantité limitée. C'est ce biais culturel qu'on a depuis le début qui nous pose problème pour régler, pour mesurer les enjeux auxquels on est confronté. Et puis, il faut qu'on arrête de dépasser la mesure sur notre consommation notamment, et puis être plus mesuré dans nos comportements. Et je m'arrête là. Merci Sébastien, vous êtes des intervenants extraordinaires parce que tout au début de son exposé, Patrick a parlé justement de la mesure du sensible, c'est-à-dire du sensible négatif en parlant de la mesure des peurs, etc., mais aussi de la mesure du bien-être. Et toi, tu termines ainsi. Donc, on a fait la trajectoire. Merci à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, sûrement, je suis sûre. Donc, je vais vous donner la parole. Moi, j'ai quand même... je voudrais revenir à cette notion de mesure du bien-être. Prospérité, en fait, étymologiquement, ça veut dire mesure du bonheur, parce que prospère, ça veut dire, prospère en latin, c'est bonheur. Donc, je veux dire, il ne faut pas perdre de vue ça, ça a complètement dérivé sur l'abondance, mais l'étymologie n'est pas celle-ci. Donc, sur ce bien-être, moi, il y a une question qui me taraude là, dans tous les modèles de mégapole dont Patrick a parlé. Alors, très souvent, c'est quand même dans des pays qui ne sont pas forcément des démocraties très ouvertes, mais on va dire ça comme ça. Mais il n'y a quand même pas une notion de bonheur, de bien-être, d'aspiration, ou alors le bien-être est uniquement, non pas mesuré, mais ressenti en termes quantitatifs, ce qui effectivement m'affolerait. Mais
il y a quand même énormément d'indicateurs de bien-être. Ça existe, il n'y a pas simplement que le PIB, il y en a beaucoup d'indicateurs, on en a parlé plusieurs fois dans les 2 premières séances, etc. Mais je voudrais vous demander juste d'un mot à chacun, est-ce que dans finalement ces modèles de ville extraordinairement différents, ces indicateurs de bien-être, à votre avis, étant donné la progression démographique, etc., vont progresser, je veux dire, avec une aspiration quand même aux différentes populations, ou bien au contraire, le quantitatif va l'emporter à cause de la raréfaction des ressources, de la compétition entre les ressources, etc. Hélène? Facile de commencer sur cette question. Moi, je pense que ce qui change, c'est les aspirations des habitants eux-mêmes électeurs. Donc, en fait, les politiques publiques qui sont mises en œuvre, parce que finalement, moi, j'ai beaucoup parlé de la mesure pour gouverner, donc vu plutôt de manière un peu descendante, les politiques qui s'appliquent à des gens. En réalité, elles s'appliquent à des gens dont on essaye de comprendre et de ressentir les aspirations, et elles sont aujourd'hui malheureusement très liées à des peurs et des incertitudes fortes hein, sur leur qualité de vie, entre autres, mais à des échelles qui sont à la fois globales et locales. Et je pense que ces aspirations à un air pur, à une eau de qualité, à une alimentation de qualité, sans scandale agroalimentaire, etc. Et donc à connaître, à pouvoir tracer finalement ce qu'ils font, ce qui fait leur quotidien, va générer des projets et des politiques publiques qui seront orientés autour de cette question-là. Ça peut aller jusqu'à des injonctions contradictoires. Hein. On le voit sur les sujets de densification urbaine, par exemple. Les gens n'espèrent pas avoir des voisins plus près de chez eux ou à avoir un jardin plus petit. Donc, il faudra travailler aussi sur ces injonctions contradictoires. Autre exemple qui est celui de la relocalisation industrielle. En général, les habitants n'ont pas non plus envie d'avoir une usine à côté de chez eux et pourtant, ça serait une manière de décarboner une partie de la production et de la rapprocher par ailleurs de la sphère européenne. Donc, je pense que ça va se travailler dans ces conditions-là et avec très certainement une co-construction plus forte avec les habitants qui ne veut pas dire de la concertation au sens je t'oblige à accepter mon projet, mais bien penser ensemble ce qui peut être un avenir désirable dans ces conditions finies de développement. Ben, ce que tu viens de dire, Hélène, a été confirmé par un observatoire qui est réalisé tous les 2 ans par l'ADEME. Là, on était partenaire France Ville Durable cette année et Bouygues Construction. Une grosse campagne Cali, Canty, 4000 personnes interrogées, qui montrait que la première aspiration des Françaises et des Français était en effet liée à leur qualité de vie. Hein. Le sujet, c'était la qualité de vie. L'aspiration à vivre en sécurité, avec les 2 volets, qui sont la sécurité, certes, par rapport à la délinquance, etc., mais surtout la pollution, le bruit. Est-ce que mes gamins peuvent aller à pied à l'école, etc. Et c'était vraiment la proximité d'espaces verts. Ça arrive avant, et ça, c'est des évolutions, la proximité des services. Ce qui est quand même assez dingue. Jusqu'ici, c'était toujours la proximité des services en premier. Et je donnerais un autre indicateur du bien-être, moi, que j'avais trouvé intéressant, parce que je suis absolument convaincu que la première réponse à tous les enjeux auxquels que nos villes vont être confrontées, c'est le lien social et la qualité du lien social. C'est un indicateur qui avait été inventé par quelqu'un que tu connais bien, ça a dit aussi, je crois, Patrick Bernard de la République des hyper voisins, qui, lui, calculait, il disait, l'indicateur, c'est combien de fois on m'a dit bonjour dans la rue, dans le 14e arrondissement. Et il faisait des petites stats en disant, eh ben, là, on a créé plein d'activités associatives, on a fait un repas dehors, etc. On a compté plus de bonjours. Et je trouvais ça intéressant comme indicateur. Est-ce que les Parisiens sont des hyper voisins? Mais oui, puisque l'exemple que vient de donner Sébastien, il est dans le 14e arrondissement. Et c'est il a lancé ce dialogue avec cette association il y a quelques années, on le poursuit, et on l'utilise dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de résilience qui est actuellement en train d'être révisée. Et c'est ça qui me donne espoir, malgré tout ce que j'ai pu dire. Je reste persuadé que les politiques publiques peuvent et doivent changer la qualité de la vie, le bien-être, effectivement, au-delà des grandes questions qui se posent de trajectoire sur la neutralité carbone. Tout ça ne fonctionnera pas si on n'est pas capable de réinjecter ce lien social. Et encore une fois, pour terminer là-dessus, de mesurer de façon
objective, honnête, l'ensemble des paramètres. Je voyais une étude qui m'a frappé il y a quelques jours de l'ADEME sur la consommation des data centers. On est toujours sur la donnée. Alors les data centers, c'est comme au 19e, les cimetières ou les dépôts d'ordures, on les met au-delà du périphérique. En l'occurrence, le plus gros data center qui se situe quelque part dans le Val d'Oise a la consommation de 25% d'une centrale nucléaire. Et c'est aussi ça le problème. Voilà. Et Patrick, est-ce qu'on va être, est-ce que nos régions européennes vont être des îlots de bien-être? En tout cas, on essaye, comparé à toutes les autres mégapoles, où il y a aussi cette aspiration mondiale. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je vais faire un peu pour la gratter quand même pour le débat un peu là. Premièrement, le truc des voisins, c'est ce que j'appelle la sociologie de classe moyenne. C'est-à-dire que quand on reste entre classe moyenne, on est super content d'avoir des voisins, machin, etc. Et nous, quand on fait nos enquêtes, on voit exactement l'inverse. C'est-à-dire que la majorité des gens, en fait, ils veulent pas voir leurs voisins. Parce qu'ils veulent pas qu'on s'occupe de leur intimité. Donc, ils veulent bien être copains avec les gens 2 immeubles plus loin, ou alors ailleurs dans la ville, etc. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'être très copains avec leurs voisins. Soit parce qu'ils veulent préserver leur intimité, ce qui arrive beaucoup, soit parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes rapports sociaux. En fait, la ville, c'est un jeu assez compliqué de proximité et de distance. Donc, le bien-être, les voisins, tout ça, c'est des trucs de classe moyenne un peu écolo, comme nous tous ici, quoi. Vous voyez, de classe sup, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous regardez ce qui se passe dans des villes, c'est des groupes sociaux très différenciés, avec des conflits, avec des gens qui ont des visions extrêmement différentes, tout un ensemble de choses. Donc, oui, un peu, quoi, mais il faut faire attention quand même. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, nous, nos enquêtes montrent exactement pas du tout ça, y compris sur Paris. Alors évidemment, comme à Paris, on est plus en bourgeoisie en moyenne, bon bah du coup, on a un peu plus, ça va bien, quoi. Dans les bons quartiers, on est content d'avoir des voisins. Mais attention, c'est pas du tout ça. Il y a un jeu extrêmement subtil où les gens essaient d'être proches de ce qui les arrange. Alors, on a fait des enquêtes sur comment les gens jouent l'environnement, l'enracinement dans le quartier. C'est extrêmement clair. Donc vous avez vraiment des gens qui vous disent bah, écoutez, moi, vous voyez, je suis un quartier mélangé, parce que je suis quelqu'un de bien. Et donc, je suis un quartier mélangé, je suis une classe moyenne, quartier mélangé. Mais bon, alors pour mes enfants, je les mets dans l'enseignement privé parce que je ne peux pas être à la fois dans un quartier mélangé et mettre mes enfants dans le. Et à l'inverse, on avait fait des enquêtes au Vésinet. Et donc là, le Vésinet, c'est bon. Et là, ils nous disaient ah non, mais alors nous, c'est très très important que les enfants aillent jouer au football et fassent du sport parce qu'on ne peut pas que être entre riches, quoi. Il faut quand même qu'on ait un peu de mélange ailleurs. Vous voyez. Donc le truc, c'est que dans les villes, le jeu, c'est la distance et la proximité. Et chacun essaie de s'arranger de différentes manières sur ces choses-là. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, entièrement d'accord sur le lien social, mais enfin, il y a des liens sociaux qui existent, qui s'appellent les familles, par exemple. Et on s'aperçoit que dans les villes, il y a énormément de liens sociaux qui existent déjà. Donc, moi, je suis très, très réservé sur le côté, on a une vie sociale qui est bien meilleure dans les petites villes ou à la campagne. En fait, c'est pas une question d'espace, c'est des questions qui sont liées à des trajectoires, à des groupes sociaux, etc. Et ça se répartit assez mal en fonction des types d'espace. Donc, pareil, voilà. On a raconté plein d'histoires sur les villes moyennes. J'en viens, donc je connais un peu. Et donc, c'est pas par hasard si les gens n'ont pas quitté les villes après le Covid. Hein. Vous voyez, on a eu cette idéologie qui est sortie à 200 à l'heure. Là, on nous a tous raconté des trucs. C'est marrant, ça s'est pas passé comme ça, malgré tout ce qu'on dit sur le reste. Donc, il faut s'interroger. Il faut dire que peut-être, je parle pas des mégapoles, parce que les mégapoles, en fait, beaucoup perdent des habitants. Hein. La grosse urbanisation, c'est les villes moyennes à l'échelle mondiale. La question européenne, elle est intéressante. C'est-à-dire que la vraie question, c'est que ça. Est-ce que nous, on va avoir en Europe, vu notre héritage de nos histoires de ville, on n'est pas sur les mêmes trucs d'urbanisation, on n'est pas sur autre chose. Est-ce qu'on va être capable d'inventer un monde un peu différent où on va être capable de prendre en compte tout ce qui a été dit autour de cette table ronde? Est-ce qu'on va être capable de garder un modèle social, donc avoir un peu moins d'inégalité qu'ailleurs? Est-ce qu'on va être plus efficace dans la lutte et l'adaptation à la crise climatique? Et tout ça, c'est ça qui est en train de se jouer. Parce que voilà, Paris a fait une différence par rapport à d'autres villes. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer en Europe. Est-ce qu'on est capable d'inventer un modèle où, sur des régions, des territoires, des villes, on est capable d'utiliser les ressources considérables qui sont les nôtres pour inventer un modèle un peu différent? Et c'est la question. C'est la question qu'on est en train de se poser. Ça ne se jouera pas uniquement à l'échelle de la France, c'est évident. Pour l'instant, ça en prend un peu la direction, surtout par rapport à d'autres régions du monde qui sont très très loin, parce que faut juste se rappeler que dans plein d'endroits dans le monde, les questions dont on parle, ça intéresse à peu près personne. Hein. C'est ça qui est un peu impressionnant, c'est que vous allez dans
dans beaucoup de villes américaines ou de villes asiatiques. Il y a des petits nombres qui s'intéressent à ça, il y a des responsables qui essaient de faire des choses, mais pour la majorité de ces territoires, ce n'est pas tout à fait le sujet. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on prenne ça un peu en compte dans nos affaires. Mais moi, je trouve que c'est la bonne question, c'est est-ce qu'on est capable d'inventer en Europe, d'être mobilisé et on en voit des effets. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre, il y a une capacité à faire des choses, donc c'est assez intéressant. Je voudrais juste qu'on ne soit pas totalement naïf sur le modèle social et que c'est vrai tout ce qui a été dit sur l'air et sur l'eau, mais moi je sais que j'ai des copains qui ont quitté la Bretagne, région merveilleuse que j'adore, à cause de la qualité de l'eau. Hein, donc, c'est pas parce qu'on vit en milieu rural qu'on a sur un certain nombre d'indicateurs, que ce soit en relations sociales ou en environnement, des choses qui sont particulièrement favorables. Donc, je pense que sur un certain nombre de choses, la dimension spatiale et le type d'organisation est peut-être moins important que ce qu'on croit. Hein. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sébastien. On pense les régions urbaines, les villes, leur territoire, et les interdépendances. Et quand on mesure ça de près, on voit des choses un peu différentes sur tout un ensemble de dynamiques, à la fois de mesures et de relations sociales. Hélène, avant notre public. La promiscuité, la proximité et les voisins. Qui n'a jamais assisté à une assemblée générale de copropriété ne comprendra peut-être pas, mais néanmoins, on voit bien que c'est pas nécessairement l'amour fou entre les voisins. Et par ailleurs, pour rebondir sur un exemple que tu donnais, je crois, Bettina, en introduction, la ville du quart d'heure, c'est pas trop ma cam non plus. On a essayé pendant le Covid, on n'a pas trop aimé vivre dans 1 kilomètre, et de toute façon, on n'aura pas tous droit à notre théâtre et notre cinéma dans le pavillonnaire dans lequel on habite. Donc, je pense qu'il faut être un peu prudent avec cette notion de voisin. Donc, je voulais rajouter un point à ma conclusion, si on peut dire, c'est qu'on vit aussi en Europe une autre grande transition, et elle va venir vite, c'est la transition démographique avec le vieillissement de la population. Et donc, ces questions de bien-être urbain, on voit déjà en Espagne quelle qualité ont les espaces publics. Elle va se poser assez différemment dans les 20 ans à venir, et donc il faut absolument prendre en considération cette évolution démographique dans la manière dont on va qualifier évidemment le bien-être dans les grandes villes. Exactement. Est-ce que je peux faire le modèle européen, alors, en l'occurrence. Un mini, tout petit, pour dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que aujourd'hui, c'est bien à la campagne que c'est le plus pollué. Hein. Il y a toutes les études le montrent. Les abeilles se réfugient en ville aujourd'hui. Hein. Et les pratiques agricoles depuis des décennies ont fait qu'aujourd'hui, l'urgence, si on veut retrouver nos grands cycles, c'est pas la nature en ville, hein, c'est de renaturer la campagne. Et donc aujourd'hui, on a des taux de cancer, d'exposition aux produits chimiques bien plus forts dans certaines zones rurales que dans certaines zones urbaines qui ont depuis des années engagé des transformations déjà sur la pollution de l'air, ça a été dit, etc. Et puis juste un mot sur le lien social. Moi, mon propos, c'est de dire que certes, il est souvent très délité. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que il s'est beaucoup délité quand on a perdu les concierges, les gardiens d'immeubles, tout ce personnel, les gardiens de parc, tout ce personnel qui était employé notamment pour être des sortes de vecteurs de lien social au quotidien, mais aussi et surtout de vigie sur les vulnérabilités. Et je cite une publique, je vous invite à aller consulter, Aldrich, je crois que c'est 2015, qui a étudié les différences de mortalité très fortes dans les villages côtiers qui se sont pris le tsunami de 2011 au Japon, et qui a établi dans sa publication un lien de corrélation entre le niveau de lien social préexistant sur le territoire et le nombre de morts quand la catastrophe arrive. En gros, dans les villages dans lesquels il y avait beaucoup de cérémonies religieuses dans l'espace public, de pratiques associatives, un comité des fêtes actif, beaucoup moins de morts, voire zéro. À l'inverse, des villages dans lesquels il y avait une délinquance, des gens qui n'osaient pas sortir le soir, plus de morts. Parce qu'en fait, l'idée, c'est simplement, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Si on ne sait pas que vit 2 étages au-dessus de nous une personne âgée à mobilité réduite, on n'aura pas le réflexe de la signaler aux pompiers quand ça brûlera, pour qu'ils aillent la chercher en premier. Si on sait qu'elle est là, juste ça, eh ben, on aura un réflexe humain, tout simplement, de dire bah oui, il y a des personnes vulnérables autour de moi. C'est d'ailleurs heureusement un bon réflexe de résilience instinctif. Quand on est confronté à l'impensable, on a tous des réflexes qui sont ceux d'aider les plus vulnérables. C'est plutôt rassurant. Merci. Et voilà. Merci à tous. J'ai 2 questions et une anecdote. La première question est pour Monsieur le maire. Est-ce que les données qu'utilisent les assureurs sont en open source? Et comment ils les ont obtenues? Par quel travail? Par quelle recherche? Si elles ne sont pas en open source. Ma deuxième question s'adresse
à vous tous, elle est un peu farfelue. Mais si par exemple, vous deviez absolument devoir choisir dans les indicateurs que vous mesurez, seulement 10 indicateurs pour améliorer les choses, est-ce que vous parviendriez, en travaillant ensemble, à établir une sorte de sélection des 10 premiers? Et l'anecdote sur les hyper voisins, c'est une plaisanterie, mais je vous jure qu'elle est vraie. La plupart du temps, en train, je voyage en seconde. De temps en temps, je voyage en première. Eh bien, le nombre de bonjours en seconde est à peu près 5 fois celui des bonjours en première classe. Moi, je réponds juste à la première question. Ben, en fait, les assureurs investissent dans des startups qui collectent des datas en open source, les transforment et les vendent ensuite. En open source, notamment, c'est pour ça que je n'arrête pas d'en parler au ministère, sur les sites des différentes agences de l'État. C'est-à-dire que la plupart de ces données, elles sont produites par l'État. Le BRGM, les agences de l'eau, l'OFB, l'ONF, etc., IGN. Les agences de l'État produisent ces données chacune dans leur silo. Et ce que font les startups privées, c'est qu'elles vont les choper, elles les transforment en bons diagnostics, puis après elles les vendent. Et elles les vendent notamment aux assureurs. Il y a eu une des startups dans notre association qui a été capitalisée, une petite startup qui se créait, qui a été capitalisée de 6 millions d'euros pour continuer sa recherche de data à la parcelle par un grand assureur. Néanmoins, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, qui est absolument remarquable sur l'adaptation au changement climatique, dit que nous avons des données lacunaires encore. Et ça enfin, c'est très fort. Pour la seconde question, voilà, Hélène. Alors moi, je dirais qu'entre nous 4, au moins entre nous 3, sans aucun doute, on se mettrait d'accord. Par contre, on aurait certainement le mauvais référentiel à la fin. On est très bon techno, on va trouver de quoi même intégrer des indicateurs ou les agglomérer pour que ça donne un seul indicateur à la place de 3. Ça, je suis sûre qu'on va trouver tous les outils et tous les sujets qui nous paraissent absolument essentiels pour qualifier le bien-être des gens, mais je ne suis pas sûre que les gens en question soient complètement ravis des résultats auxquels on arrive, malheureusement. Donc ça demanderait quand même d'être pensé de manière un peu plus concertée. Patrick, François. Surtout la difficulté sur les indicateurs de bien-être, c'est que ça varie énormément selon des groupes sociaux ou des groupes, différentes divisions. Donc le problème de ça, c'est les moyennes, hein. Comme vous savez, on dit toujours, hein, quand on a la tête dans le four et puis dans le frigo, le corps est en moyenne à la bonne température. Et les indicateurs agrégés de bien-être, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment montrer des choses. Il y a des fois, les moyennes ont un sens parce qu'il y a des distributions qui font que ça a un sens. Puis il y a tout un ensemble de choses où les moyennes n'ont pas beaucoup de sens. Vous voyez, par exemple, on a pas mal de choses sur la mobilité en France. On voit qu'en moyenne, c'est assez stable, hein. Mais la grande différence, c'est qu'avant, il y avait pas mal de déplacements. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont hyper mobiles et d'autres qui sont beaucoup moins mobiles qu'avant. Et dans les indicateurs de bien-être, on voit beaucoup de choses comme ça. Donc les différences sont tellement importantes entre groupes sociaux et les conflits et les situations de précarité pour un certain nombre de gens font que les indicateurs moyens sont vraiment très compliqués à mettre en évidence. Donc nous, on a tendance à dire qu'il faut sous-diviser l'indicateur moyen et avoir quand même des populations très différenciées pour réussir à avoir des choses qui soient pertinentes pour les gens. Juste sur Paris, alors vous avez intégré? C'est encore une fois, je le disais, c'est ce pourquoi nous on travaille. C'est jamais parfait et on a encore sûrement des choses à améliorer, mais on a quand même une batterie, ce cockpit dont je parlais, qui nous permet d'avoir, je pense, une vision d'ensemble. C'est vraiment ça pour nous le but. Est-ce que ça répond à la question du bien-être? Pas capable de le dire. Je suis sûr effectivement, comme Hélène, que si on s'enferme dans cette salle, qu'il va falloir qu'on rentre, je crois, mais que on trouverait à nous 4 un référentiel commun. Je suis pas sûr effectivement que ce soit celui auquel aspirent les Parisiens, les Parisiennes. C'est pas à nous de le dire. C'est l'enjeu d'un débat démocratique et on a cette chance d'avoir effectivement ici des élections qui permettent de valider ou pas ces choix. Moi, je m'en remets à ce système qui, comme disait Churchill, est le pire à l'exception de tous les autres.
Oui, c'était justement sur cette question de le pire à l'exception de tous les autres. On discutait récemment avec une maire adjointe de Nantes sur la manière dont ils décident sur les budgets participatifs. J'ai trouvé ça très intéressant, leur manière de définir le consensus, c'est-à-dire que on rassemble les gens qui sont intéressés par le problème et on essaye de voir s'il y a suffisamment de gens intéressés qui sont prêts à agir. Et ensuite, plutôt que d'essayer de faire des mesures de majorité ou d'une décision à partir d'indicateurs, c'est simplement vérifier s'il n'y a pas une opposition importante à ce que ce projet soit mené, hein. Et s'il y a effectivement une opposition, on en discute pour voir. Mais donc de cesser de se reposer sur les questions de mesure pour la décision. Parce que c'est à ça qu'on va arriver, hein. Le problème, c'est pas de mesurer, c'est de savoir ce qu'on prend comme décision et à quel niveau, puisque c'est une question de subsidiarité, mais on ne sait jamais exactement à quel niveau ça se situe. Et donc, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est plutôt que de chercher tout le temps à continuer dans la même direction mathématique, on va chercher des indicateurs, des seuils, puis après, on va à la règle démocratique de la majorité. Est-ce que vous avez vu d'autres systèmes intelligents comme celui-là, qui a l'air de marcher très très bien, qui seraient des systèmes qui mettent en place des décisions sur d'autres systèmes de mesure, qui est finalement l'acceptabilité, une autre notion, une façon de définir ce qu'ils appellent le consensus, et donc de voir justement une autre façon de mesurer ce qui est faisable. Est-ce qu'il y a assez de gens concernés par ça et suffisamment peu d'opposition pour que ça se fasse? Est-ce que vous avez vu des choses? Parce que vous voyez beaucoup de choses partout. On voit beaucoup d'expériences et beaucoup de choses partout, mais même sur l'acceptabilité, il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même il y a plein de gens qui participent pas, quoi. D'abord, dans une ville, il y a des gens qui habitent, il y a des résidents, puis il y a des gens qui passent. Donc on oublie toujours qu'il y a tous les gens qui viennent travailler, il y a aussi plein de gens qui visitent. Donc ce qui va faire le bien-être d'une ville, hein, des gens qui y sont, et le bien-être dépend aussi de ce qu'on va avoir nous quand on voyage ou quand on va dans d'autres endroits. Donc là, il y a déjà une énorme difficulté, et ça, on sait absolument pas faire. En tout cas, on le fait très mal. La deuxième chose, c'est que faut jamais sous-estimer quand même l'importance de ces gens qui ne participent pas, qui ne sont pas visibles. Donc on a une vraie difficulté de ce point de vue-là, c'est toujours de réussir à représenter ou à organiser ou à former des gens qui seront soit en situation régulière, parce que c'est quand même beaucoup de gens, hein. Quand on regarde au total tous ces gens-là qui ne sont pas très visibles, ça fait comme vous le savez tous ici. Oui, mais je sais bien. Non, mais ce que je veux dire, ce qui marche, eh ben, il y a rien qui marche très bien. Tout est compliqué aujourd'hui dans ces trucs-là. Donc on n'a pas des recettes qui soient aussi simples, malheureusement, mais ça, c'est des choses intéressantes. Il y a plein d'expériences partout. Donc il y a plein d'expériences. On fait du tirage au sort dans différents types d'endroits. Ça marche sur le tirage au sort, ça marche sur des petites échelles, hein, sur des petites choses. Ça marche c'est des trucs d'expérience assez intéressants. Dès qu'on change d'échelle, ça marche plus très bien. Il y a le débat démocratique qu'on a évoqué. Il y a beaucoup de formations de plus longue durée. En tout cas, tout le monde rame, à ma connaissance. Mais c'est vrai que l'idée de trouver des formes de consensus, c'est une des choses sur lesquelles on essaye de travailler. Et d'une certaine manière, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce qui existe dans beaucoup d'endroits, c'est comment essayer de formaliser les choses qui ne s'expriment pas. C'est beaucoup ça qui est la question la plus difficile. Trouver des formes de consensus, on y arrive à peu près. Il y a des gens qui arrivent à travailler là-dessus. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Tout ça, c'est pas mal. La vraie question, c'est comment faire émerger pour ceux qui ne sont pas forcément là, qui ne s'expriment pas forcément. Donc c'est ça qui est la très grande difficulté. Et ça n'a rien d'évident, mais on n'a pas beaucoup travaillé parfois sur tout un ensemble de... Et puis il faut accepter aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Dire participer, c'est aussi un coût, c'est aussi une demande. Il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais il ne faut pas sous-estimer ça, hein. Moi, je suis très critique des travaux de mes collègues parfois qui croient beaucoup aux sondages qu'on fait, etc. Il faut voir qui est interrogé, hein. Donc c'est toujours pour qui, voilà, pour qui et par qui. Mais, de ce que j'ai vu, oui, par exemple, on voit dans les quartiers de Tokyo, il y a des manières assez subtiles là c'est très très normé, et le groupe est très très fondamental, et on voit effectivement des manières de penser les choses qui sont un peu dans ce sens-là. Si tout le monde se met d'accord qu'il n'y a pas d'opposition qui vont se faire, eh ben on va pouvoir faire les projets, même si après on se tape dessus sur les élections, sur autre chose. Mais il y a vraiment les recherches de consensus avec différentes modalités. Je trouve que c'est une bonne idée de façon générale à changer des choses. Et lire le bouquin récent de Nicolas Riot et Manon Loisel, voilà. Et si on en finissait avec la démocratie participative, ils reviennent un petit peu sur tout ça. C'est pas une question, non, c'est vrai, c'est en finir. Et j'ajoute aux difficultés quelque chose qui monte beaucoup aujourd'hui, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Patrick, sur celles et ceux qui ne prennent pas la parole, celles qui ne voient pas.
Ben, le plus important maintenant, ça va être d'arriver à intégrer dans la gouvernance le vivant non humain et que les intérêts du vivant non humain puissent être représentés dans toutes les décisions au même titre que les autres, parce qu'il ne s'exprime pas, le vivant non humain, pourtant il est plus que concerné par nos décisions. Et ça, c'est quelque chose qui monte beaucoup, comment on s'organise dans des nouvelles formes, complètement nouvelles, pour donner une place dans la gouvernance au vivant non humain, afin que ses intérêts puissent être défendus d'une manière ou d'une autre, ce qui est totalement absent aujourd'hui. Si tu étais venu à la deuxième séance de la biodiversité, tu aurais entendu toutes sortes de spécialistes en parler. Notamment le Hélène. Parlement de la Loire, alors j'imagine. Ouais. Et il y a d'autres fleuves et d'autres espaces qui, effectivement, commencent à chercher une raison d'être juridique. Parmi les outils, pour donner une réponse peut-être un peu précise, parmi les outils, celui de la Convention citoyenne est en fait de plus en plus utilisé à des échelles territoriales et pas seulement à l'échelle nationale, avec pourtant, on l'a vu, hein, des échecs dans la prise de décision derrière. En tout cas, pour certains, ça a été le cas pour la Convention nationale sur le climat, mais c'est encore une fois, en finir avec la démocratie participative, oui, la concertation par le haut, l'acceptabilité, c'est-à-dire l'imposition d'une décision à des gens qui, d'abord, ne savent même pas pourquoi elle a été prise, ça ne fonctionne plus. Mais la recherche d'autres dispositifs, conférences de consensus ou autres, qui permettent d'approcher autant que possible l'attente ou l'aspiration des habitants, c'est intéressant. Et de plus en plus, les conférences, je parle des conventions citoyennes, parce qu'elles vont chercher des panels qui se veulent représentatifs, en tout cas des différentes parties prenantes des territoires urbains, notamment c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Rouen, c'est le cas à Nantes. Pour revenir à mon exemple de la copropriété, sur laquelle on travaille pas mal au PUCA, il y a des gens invisibles dans la copropriété qui sont les locataires, par exemple. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de règles ou de codes qui invisibilisent, mais c'est ce que disait aussi Patrick, une partie de la population concernée. Et donc, il faut apprendre à trouver les outils qui nous permettent de les associer à nos décisions. Et ce n'est pas nécessairement facile, en effet. Et pour parler des politiques nationales, mon administration centrale passe son temps à considérer que si elle couvre 80% des situations, c'est bien. Effectivement, c'est pas mal, mais il y a quand même 20% des situations qui ne sont pas couvertes et elles peuvent être même très problématiques face à une nouvelle norme. Par exemple, le ZAN sur un littoral menacé de disparition. Et puis de temps en temps, les 20% se réveillent. Voilà. Et des 20% qui peuvent être très spécifiques, ça peut être des outre-mer, ça peut être voilà, et en fait, on invisibilise toute une partie de situations qui, en fait, seraient très instructives si on allait les regarder de près. Il y a un Parlement de la Seine. On y travaille. Dans le cadre de toute la politique, on parle beaucoup autour des Jeux Olympiques, et on a raison, de la baignabilité de la Seine, mais l'idée, c'est de retrouver un rapport au fleuve qui soit différent. La Seine, aujourd'hui, si vous allez du côté là où sont nos bureaux, par exemple, d'Austerlitz, le long de la Seine, il y a quoi? Il y a la morgue, il y a la péniche de l'Adamant, magnifiquement filmée par Nicolas Philibert. Donc, c'est l'endroit où on met les morts, les fous, l'endroit qu'on ne veut pas voir. Et l'enjeu, c'est de redéfinir ce rapport des Parisiens et des Parisiennes, mais d'une manière générale de nous tous à ce fleuve. Et c'est dans ce cadre qu'on a engagé effectivement des travaux avec des juristes. Il s'est fait des choses en Amérique latine, en Espagne, sur la personnalité juridique des fleuves, pour voir comment on pourrait, dans le cadre d'un droit français qui est peut-être pas le plus propice, mais qui va évoluer aussi, donner une forme de personnalité juridique à la Seine, de sorte que lorsque Lafarge déverse par erreur quelques tonnes de béton dedans, eh ben, on puisse, ce qui n'a pas été le cas, obtenir réparation. Que la Seine puisse obtenir réparation. Et ça nous amène à un imaginaire qui est complètement différent, et c'est ça aussi qui est passionnant. Est-ce qu'on peut prendre une question sans que... Voilà, oui, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Et les présentations renvoient à une question qui me semble assez clé, c'est celle du récit. Et donc, et la mesure, pourquoi faire? Donc, vous avez tous parlé des besoins d'action démocratique, mais on comprend bien qu'il y a un besoin de changement parce que vous êtes impliqué dans la transition. Donc, on parle d'un point de départ, un point qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'on doit évoluer. Et donc, il y a un indicateur qui me semble qu'on nous assène régulièrement, c'est celui du pouvoir d'achat que vous n'avez pas mentionné, qui renvoie à un cercle vicieux qui est celui de la consommation et de la publicité. Et la publicité, c'est un récit aussi.
Et c'est un récit auquel nous sommes tous soumis. Et il y a une place dans la ville, donc il y a aussi des décisions politiques par rapport à cette place. Et les écrans électroniques, la place dans les arrêts de bus, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on démocratiquement, on peut tenir compte de ces besoins de sobriété, mais pas vu comme un renoncement. Et les livres de Jackson qui parlaient des prospérités sans croissance a été publié il y a 25 ans. Et 99. 99. Et alors, quelle place on donne justement au récit, vous en tant que délégué général, vous en tant que directeur, donc nous sommes tous concernés, mais quand il faut passer à l'action, pour que ces mesures servent à quelque chose, il faut se poser aussi cette question. Peut-être juste pour répondre très rapidement sur ce point, effectivement, du récit, il en a été beaucoup question et on venait d'en parler à propos de la scène. C'est vraiment ça qu'il s'agit de réinstaller et ça suppose des mesures parfois qui sont, je pense, nécessaires pour empêcher la publicité de prendre la place dans le plan climat, dans le projet de plan climat de la ville de Paris qui a été adopté au mois de décembre. Il y a un engagement sur 3 ans à supprimer la publicité sur les panneaux lumineux de la ville de Paris où ne seront plus diffusés que des messages d'intérêt public, ceux qui concernent la santé, la culture, et qui peuvent être, qui ne sont pas monétisables. Mais en attendant, l'idée est bien d'éliminer progressivement ces messages publicitaires et les messages subliminaux qu'ils véhiculent également. Le terme mesuré, ça génère beaucoup de réflexions. Moi, j'ai du mal à définir. Mais étant ancien directeur de Agenda 21 dans les MENA countries, on a essayé avec la World Bank de mesurer les impacts, c'est-à-dire en même façon de cost and benefits analysis, qu'on mesure pas seulement les valeurs positives, mais négatives aussi. C'est-à-dire essayer de donner des notes ou bien des chiffres, pas seulement de description sur les valeurs qu'on a, mais d'essayer de faire les deux parties. Dans les cost and benefits analysis, on est arrivé avec le World Bank à un point vraiment critique, c'est-à-dire quand on a voulu mesurer les maladies, les impacts sur la santé, sur la société, il fallait donner des chiffres pour qualifier, c'est-à-dire pour quantifier. Alors, le choc était quand on a voulu mesurer la mort, la perte d'une vie dans la ville ou dans n'importe. On a aussi essayé de faire tout ça. Est-ce que ça fait une relation avec ce que vous faites là ou je ne sais pas? Alors, je vais répondre brièvement puisque c'est une question générique au cycle. Hein. Oui. Alors simplement, comme là, c'était focalisé sur les villes, c'est pas le jour, si j'ose dire, mais la séance terminale sera sur la mesure du bonheur. En l'occurrence, on l'a intitulé comme ça. Alors, je sais bien que là, vous citez le malheur, mais en l'occurrence, moi, je connais assez bien les histoires de la World Bank à partir de, c'était il y a 25 ans, ça à peu près, sur la mesure de la perte humaine, etc., qui a été quantifiée, d'ailleurs, si je me souviens bien. Mais en l'occurrence, on en parlera dans la séance finale qui sera un peu consacrée derrière la question peut-on tout mesurer quantitativement? Non. Enfin, je veux dire, c'est finalement la réponse qui se dégage de chaque session, qu'elle soit sur la nature, comme la fois dernière, comme la séance inaugurale, comme celle-ci, et je pense comme les autres. Alors, j'ai le temps de... Oh là là, je vais prendre peut-être 2 questions.
Voilà, parce que nos intervenants doivent partir. Donc, 2 questions en même temps et on demandera à quelqu'un de répondre. Monsieur. Moi, en fait, mon échelle de mesure, moi, c'est l'expérience au quotidien, mais c'était une question plutôt pour monsieur de savoir quel est exactement son rôle et son pouvoir. Parce qu'en tant que Parisien, disons, qui habite en plus dans sans doute le quartier le plus dense de Paris, qui est elle-même, je crois, une des villes les plus denses du monde, enfin, qui pose un problème spécifique par rapport aux autres villes comparables en plus. J'avoue que vous pouvez parler des 120 000 arbres, mais moi je vois pas au quotidien, je respire pas mieux au quotidien. J'ai l'impression de vivre dans une ville de plus en plus invivable et irrespirable. Et si j'avais pas peur de m'ennuyer en province, je peux vous dire que je serais parti depuis longtemps. Hein. Je vais demander aux personnes qui avaient d'autres questions de nous pardonner parce que je crois qu'il faut qu'on lève le siège. Et pour nos intervenants et pour l'économie générale du lieu. Merci à tous, c'était vraiment passionnant. Et la prochaine qui est donc mesurer les injustices, est-ce les réduire ou les supprimer? Je ne sais plus exactement le titre, mais c'est ça. A lieu le 22 avril. Voilà, merci beaucoup.